Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix complètement préparé à l'arrache parce que faut pas croire, faut sortir une émission toutes les semaines quand on a plein de choses à faire. De toute façon, à côté, c'est la galère. Comment ça va, David ? Eh ben ça va très bien, je suis prêt au taquet à vous raconter tout ce qui va se passer en ce début de mois de décembre. On a quand même réussi à choper pas mal de news, on va vous en parler, il n'y aura pas de sujet principal, on va avoir une petite reco chacun, et puis forcément les audiences et le programme télé. Les audiences qui vont être assez intéressantes, j'ai l'impression là cette semaine j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui sortaient du lot. Ouais. J'ai hâte d'en parler avec toi dans tous les cas, mais on va commencer par ta recommandation, qu'est-ce que tu nous conseilles cette semaine ? Alors je vous conseille de regarder un film que j'ai regardé mercredi soir sur en direct sur la chaîne Canal Plus Cinéma avec un S de Canal. C'est un film qui est sorti l'année dernière et que j'avais manqué en salle qui s'appelle Empire of Light de Sam Mendes. C'est bien. Je vous en parle parce que c'est un film que je vous avais cité en début d'année quand on avait fait notre top de nos envies et de nos attentes, et malheureusement pour des raisons X ou Y que j'ai d'ailleurs oublié, je l'avais manqué en salle et j'ai pu le rattraper sur Canal Plus Cinéma mercredi et j'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas alors on peut pas toutes les semaines vous faire des trucs qu'on a suradorés qu'il faut voir à tout prix, j'irai pas jusque là. Mais j'ai quand même préféré à ma recommandation de la semaine dernière qui était une année difficile de Toledano et Nakash. Donc Empire of Light, ça raconte l'histoire d'une femme qui a un petit peu moins de 50 ans, qui est bipolaire et qui travaille dans un cinéma et qui va subir un harcèlement sexuel allant même jusqu'à du viol de son patron qui est joué par Colin Firth. Et un jeune noir va être embauché dans ce cinéma. Ça se passe à Londres et ça se passe dans les années tout début 80 je crois. Début 80. Et à l'époque où il y avait aussi des tensions raciales en Grande-Bretagne. Et donc ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont vivre une histoire d'amour qui va plus ou moins bien se passer. Alors pourquoi est-ce que j'ai vraiment aimé ce film ? Déjà parce que c'est une déclaration d'amour au cinéma, ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire, mais pour le coup à la salle de cinéma, pas au fait de tourner des films, mais le film met extrêmement bien en valeur ce que c'est une salle de cinéma, ce que c'est une cabine de projection, ce que sont des employés de cinéma, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours au cinéma. Non. Quand des réalisateurs font des hommages ou parlent de cinéma, comme récemment par exemple Damien Chazelle avec Babylone, c'est plus au fait de tourner les films, mais pas dans la projection des films. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé l'histoire très touchante dans le sens où ce personnage qui est joué par, je vais retrouver son nom tout de suite, Olivia Colman, est vraiment touchante. Le scénario, on va dire que par moments j'étais un peu déçu par la manière dont les choses se passaient. Ce qui est au cœur du film, c'est cette histoire d'amour hors du commun pour l'époque entre Michael Ward et Olivia Colman. Stephen et elle, c'est Hilary. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle était un peu bizarrement amenée. On sent elle peut être potentiellement attirée par lui, mais lui, d'un coup, il va l'embrasser et ils vont vivre cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément très bien amené. On comprend pas pourquoi tout à coup lui il va l'embrasser, pourquoi il a cette pulsion, puisque c'est toujours, il y a la différence d'âge, il y a le fait qu'ils soient pas du tout du même monde, etc. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce genre de film, je trouve, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, alors que là, lui tombe amoureuse de cette femme plus vieille que lui, alors que on sent qu'il est attiré aussi par d'autres. Enfin, c'est un peu curieux. Je trouvais que c'était peut-être pas amené de la meilleure des manières. Et puis le fait que, en fait, elle va lui en faire baver tout au long du film, notamment du fait de sa maladie, qui va rester quand même attaché à elle avec énormément de déraison, on va dire. Et j'ai trouvé qu'à un moment, ça devenait presque plus crédible. Ouais. Elle va aller jusqu'à l'insulter, le dégager, le frapper, mais il reste. Ce qui était peut-être un peu, sur c'est vraiment d'un point de vue narration scénario que le film m'a peut-être un tout petit peu déçu, mais comme on en a l'habitude avec Sam Mendes, il a fait 1917, il a fait les derniers James Bond, les derniers Skyfall et Spectre. C'est très esthétique, c'est très beau, et globalement j'ai quand même trouvé cette histoire très touchante et à la fin m'a assez ému, donc c'est une belle recommandation quand même. C'est pas le film parfait, mais existe-t-il seulement ? En tout cas c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous invite à regarder. Ben moi j'ai un pour et un contre, tu vois, comme quoi en ce moment c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver la perle rare, mais dans mes contres, malheureusement ce sera Master Crime, que j'ai terminé du coup, 6 épisodes qui ont été diffusés sur TF1 tous les jeudis les 3 dernières semaines. Là on va arriver sur la nouvelle série Panda, avec Julien Doré, mais en attendant Master Crime, ça commençait bien. C'était plutôt pas mal, original, les acteurs étaient tout neufs, hormis forcément l'actrice principale, Muriel Robin, qui est là. Alors,
Muriel Robin, au final, fait du Muriel Robin, c'est-à-dire qu'elle fait des petits mimiques, des petits machins. On retrouve la Muriel Robin. D'ailleurs, au bout d'un moment, un des acteurs se moque du personnage de Muriel Robin en faisant du Muriel Robin, donc finalement, voilà, on s'y retrouve. La série tourne beaucoup autour d'elle, et malheureusement pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, on nous implique dès le premier épisode dans un espèce de fil rouge qui va concerner la vie privée du personnage de Muriel Robin, et en fait ce fil rouge ne va absolument pas avancer sur les 6 épisodes, quoi. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dites, il y a énormément de problèmes de montage, il y a des problèmes d'acteurs aussi, hein, parce que parfois ça joue pas super bien, c'est un peu le problème dans ces séries là. Je pense que en fait dans les séries américaines il doit y avoir plein de moments où les acteurs jouent mal, mais vu qu'il y a le doublage par dessus quand on écoute en VF qui récupère un peu les erreurs des acteurs, et puis parfois quand on écoute en VO le fait que ça soit en anglais, en fait on se rend pas forcément compte que ça soit mal joué. En fait, en français, on est un petit peu plus exigeant, et c'est vrai que voilà, parfois ça se voit un petit peu trop. Donc voilà, arrivé à la fin du 6e épisode, on est vachement sur notre fin. On sait pas s'il y aura une deuxième saison. S'il y a une deuxième saison, elle sera dans 1 an minimum, voire plus. On connaît les rythmes des séries de TF1. Ouais. Alors après, en général, ils s'arrangent quand même pour qu'elle sorte 1 an après. Ouais, voilà. Donc s'il y a une deuxième saison, comme HPI, c'était pas prévu de base 2 saisons, et elle est sortie quand même en mai de l'année d'après. C'est ça. Vu les audiences, je pense qu'il y aura sans doute une saison 2 et qui risque d'attaquer le tournage en janvier-février pour la diffusion en fin d'année, en novembre l'année prochaine. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, du coup on reste vraiment sur notre fin. 6 épisodes, c'est très court, c'est 6 épisodes de 52 minutes, hein, donc c'est vraiment très court. Donc voilà, c'est un peu la déception, même si on a quand même rigolé 2-3 fois avec ma compagne sur la série, puis on trouvait certaines enquêtes vraiment sympas, mais c'est vrai que les deux derniers épisodes étaient vraiment en dessous, et c'était vraiment dommage. Et mon petit plus, c'est aussi une série policière, c'est aussi une série drôle, c'est Pamela Rose. Donc j'ai regardé les 4 premiers épisodes, du coup ils sont sortis aujourd'hui, du coup le 3 et le 4 à l'heure où on enregistre. C'est toujours une différence entre l'heure où on enregistre et l'heure où vous nous écoutez, il faut pas que je me trompe. C'est très drôle, Pamela Rose, c'est du premier degré, c'est du qui a tué Pamela Rose, version on a 50 piges et on comprend plus rien à la technologie. Donc pour la petite histoire, Reaper et Bullitt sont obligés de refaire, donc sont quasiment retraités. Ils sont maintenant au FBI pour aller faire des espèces de congrès, montrer aux jeunes ce que c'est que le FBI, inciter les gens à faire partie de la police, ce genre de choses. Voilà. Sauf qu'en fait, ils se disputent en direct sur Internet, ils merdent comme jamais, et du coup la chef leur dit, de toute façon vous allez retrouver en conseil de discipline, et la retraite, sous le nez, vous allez rien toucher. Et du coup, ils font, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, il faut résoudre une dernière enquête pour récupérer un peu notre prestige et pour ne pas se retrouver avec cette espèce de menace sur la tronche. Donc voilà, il faut qu'on fasse une enquête, et ils vont se retrouver avec une enquête, mais qui concerne des youtubeurs et Internet, et ils vont se retrouver complètement largués par la technologie. Donc il y a des moments très très drôles, comme par exemple un suspect qui leur dit, on était sur on avait un groupe WhatsApp, et Cadmerade qui lui dit, c'est quoi, c'est quoi comme groupe, c'est genre du rock. Voilà, donc c'est des trucs un peu drôles. Moi je le fais très mal, c'est pas drôle du tout quand je le dis au micro, mais en tout cas voilà, quand je l'ai vu on a bien rigolé. Il y a vraiment des vannes premier degré à la KDO, quoi, c'est du KDO. Ce qui est très marrant, c'est qu'on a la nouvelle génération qui débarque, puisqu'on a Panayotis Pasco qui fait partie du truc, Mister V, voilà, il y a plein de petites références, plein de petits acteurs qui débarquent. Seb, oui c'est Seb Lafrite, hein, je crois, qui joue dedans. Je sais plus si on l'appelle Seb, je crois maintenant, je crois plus que ce soit Seb Lafrite. Tu voyez, même moi je suis un gros boomer là-dessus, je ne suis jamais sur YouTube, c'est une horreur. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille, ça passe sur Canal actuellement, je sais pas combien d'épisodes il y a de prévus. En tout cas, il y a 2 épisodes tous les lundis, et pour l'instant, il y en a 4 de disponibles sur MyCanal, et c'était plutôt pas mal. On va tout de suite passer à nos news, qu'est-ce que t'en penses ? Allons-y. Allez, c'est parti. On est parti pour les news, et c'est moi qui vais commencer, parce que j'ai envie, c'est moi le chef, comme je le dis d'habitude. Ah oui, d'ailleurs, on a eu des questions, du coup, parce que j'ai posé la question sur Instagram. J'ai posé la question des questions sur Instagram, et donc on a eu 2 demandes de la part de Cinéma Pur, qui nous a demandé... Attends, je vais retrouver mes questions. Pendant ce temps-là, voilà. Il nous a demandé notre avis sur la nouvelle saison de Beau Geste, qui fait un demi-million tous les dimanches soirs, et il disait Viva France Télé. Et la deuxième chose, mais on lui dira un petit peu plus tard dans le podcast, c'est qu'il est curieux de connaître les chiffres du dîner de cons de dimanche soir sur TMC, et on vous dira tout ça dans quelques minutes, et on reviendra sur Beau Geste en même temps, je pense, au moment où on sortira les audiences de dimanche soir, on donnera notre avis sur Beau Geste. Mais pour l'instant, c'est les news, et moi je vais vous parler de la série Squid Game. Alors pas la série
série, mais la série jeu télévisé, puisque Netflix a créé un jeu télévisé Squid Game, tiré forcément de la série télévisée coréenne, et il faut savoir que du coup des concurrents, enfin pas des concurrents, mais un bureau d'avocats a porté plainte pour des concurrents contre Netflix, pour se plaindre de la limite de sécurité qui avait été poussée un petit peu trop loin pour le show, à cause de plaintes liées à des problèmes de santé à cause du tournage. Donc voilà, Netflix, selon le bureau d'avocats, Netflix devrait revoir ses standards pour garantir le bon déroulement des émissions. Alors on parle quand même d'hypothermie, de lésions nerveuses à cause du froid, vu que le tournage était en janvier. Donc apparemment ça a été très compliqué pour certains participants. Alors Netflix et les producteurs du show ont annoncé que pour l'instant, aucun candidat n'avait porté plainte personnellement, et qu'ils prennent toujours soin du bien-être de leurs participants, quel que soit le jeu. Des retours de participants parlent de plusieurs heures dans le froid pour la fameuse séquence du 1, 2, 3 soleil. Je sais pas si tu as vu Squid Game. Pas du tout. Mais le premier jeu commençait avec un 1, 2, 3 soleil, une petite fille géante comme ça, qui criait 1, 2, 3 soleil en coréen, et si tu bougeais, PAN, t'étais mort. Ah bah c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Dans donc la cour de récré, on faisait pas ça. Ah non, dans la cour de récré, on tuait pas les copains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, forcément, pas de mort, hein, c'est un jeu télévisé dans la vraie vie, on va pas tuer les gens. Alors ça ferait sans doute de l'audience. Voilà, ça ferait sans doute de l'audience, effectivement. Mais il faut savoir que, en fait, cette épreuve à l'écran, quand on le regarde dans l'épisode, ne dure que quelques minutes, mais il faut savoir que les participants ont joué plusieurs heures à ne pas bouger, ou à ne bouger que quand ils avaient le droit, et aucun n'a demandé à avoir des soins médicaux liés au froid, puisque si tu bouges, t'es dehors. Donc forcément, personne n'a bougé, et donc se sont plaints certains participants juste après. Les producteurs ont donné une interview à Hollywood Reporter qui leur a dit que bien sûr ils avaient pensé à tout, mais que c'était aussi le show. C'est un des plus gros cash prize du moment, hein. Il faut savoir que c'est, je crois, plus de 5 millions ou 56 millions de dollars, et que forcément ça allait pas être un parcours de santé, quoi. Donc voilà, ils continuaient en disant que les conditions étaient quand même beaucoup moins dures que certains jeux de survie comme Koh-Lanta ou The Survivor, ça s'appelle, je crois, Survivor, The Survivor aux États-Unis. Donc c'était quand même beaucoup moins dur que dans ces jeux-là, mais que au vu du cash prize, c'était normal que les épreuves soient quand même assez dures. Mais effectivement, ils se sont excusés des conditions météorologiques, mais dont ils ne peuvent pas faire grand-chose finalement, puisque le tournage s'est fait en janvier. Effectivement, dans un gros hangar difficile à chauffer, c'était un peu compliqué, puisqu'il ne fallait pas trop bouger dans cette épreuve-là. Dans tous les cas, l'émission n'est pas plus appréciée que ça, on a quand même que 42% de satisfaction sur Rotten Tomatoes. Apparemment, il y a beaucoup en plus de personnes qui se sont attendues à ce que ça soit la saison 2, en fait, de Squid Game, mais pas du tout. Donc il y a eu aussi un problème de communication là-dessus. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement. Voilà, alors moi l'émission je l'ai pas vue, je sais pas, Netflix actuellement, ça m'intéresse pas plus que ça de voir une redite finalement de la série télé qui était très bien, moi je l'ai trouvé très chouette cette série télé. Mais voilà, encore une fois on arrive à des déboires en fait à ce genre de show télé, hein, qui forcément sont pas safe à 100%. C'est toujours compliqué de garantir la sécurité des gens. Nous, on le voit, par exemple, avec, comment ça s'appelle, Ninja Warrior, par exemple, tout simplement. Je dirais n'importe quelle épreuve. Alors, ils ont prévu les bassins, ils ont prévu énormément de systèmes de sécurité, mais si la personne tombe mal, c'est difficile, finalement, de la protéger à 100% et de garantir 100% de sécurité, quoi. C'est clair. Quelle est ta news à toi, mon cher David ? Ah ben j'en ai plusieurs, alors ouais, je sais pas sors-moi une, allez, je t'en sors une rapidement. Déjà dire que Thierry Ardisson va célébrer les 20 ans de 93 Faubourg Saint-Honoré. C'est une émission au concept assez intéressant, puisque il s'agit d'interviewer des personnalités lors d'un repas. Lors d'un dîner, autour d'une table, ils sont 6, 7 ou 8 autour de la table, ils discutent, et Thierry Ardisson le dit lui-même, c'est une manière pour lui d'avoir des confidences. Je n'étais pas au courant du tout de cette news. Invités. Et donc, la diffusion qui va avoir lieu... Alors, le 15 décembre, voilà, je vous dis pas de bêtises, le vendredi 15 décembre, la grande nouveauté, c'est qu'elle sera en clair, et donc ce sera une soirée en clair sur Paris Première. Donc, comment faire ? Si vous n'avez pas de chaîne via les box ou via Canal, etc., eh bien, il faudra vous rendre sur le canal 41 de la TNT. C'est déjà le canal de Paris Première, puisqu'on rappelle, et il y a pratiquement plus d'abonnés, et c'est amené à disparaître, mais qu'il existe la TNT payante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques chaînes qui sont sous TNT payantes. Alors il y avait par exemple LCI, mais qui est passée gratuite. Ça concerne notamment les chaînes Paris Première et Planète Plus du groupe Canal. Et donc exceptionnellement sur le canal 41, le vendredi 15 décembre, vous pourrez voir en clair une soirée spéciale qui s'intitulera 214 rue de Rivoli, le dîner, puisque Thierry Ardisson va recevoir à dîner chez lui Muriel Robin et Anne Lelaine, donc les actrices de la série Master Crimes, Gérard Darmon, François-Olivier Gisbert, Bertrand Chameroy et Laurent Baffy. Et donc ils vont être
reçu par le chef Juan Arbaleaz, j'espère que je prononce bien, un chef franco-colombien bien connu des téléspectateurs de TF1 qui animait notamment Le Plus Beau Noël avec Valérie Damido, et c'était une sorte un dîner presque parfait sur le thème de Noël. À 22h35, il y aura le documentaire 93 Faubourg Saint-Honoré, la crème de la crème, donc un documentaire avec les meilleures confessions du coup autour de la table de chez Thierry Ardisson, avec notamment des moments cultes avec Diams, Karl Lagerfeld ou Bernard Tapie. Et enfin, à minuit 30, 93 Faubourg Saint-Honoré la nuit, qui est une sélection d'émissions parmi les plus populaires du programme. C'est vraiment une émission culte. Moi, je ne l'ai jamais regardée parce que j'étais trop jeune, je pense, quand elle était à son paroxysme, mais ce sera l'occasion donc de découvrir toute cette soirée gratuitement et en clair sur le canal 41 de la TNT. Et puis bien sûr, les abonnés de Paris Première pourront la voir sur leurs canaux habituels. Et la question à 93€, est-ce qu'en allant sur 6play, on n'aurait pas accès à la chaîne pour une soirée ? Sans doute. Je pense que c'est un peu le principe. Là, ils n'ont communiqué pour l'instant que sur le numéro 41, mais il y a de grandes chances que sur 6play, on puisse avoir effectivement Paris Première gratuit. Bah écoute, moi, ma news à moi, elle n'a rien à voir avec ça, parce que je vais vous parler de Karate Kid. Alors, on en a parlé récemment, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur les réseaux. D'ailleurs, mon ami David Ben, je crois, en a parlé il y a pas très très longtemps sur son TikTok, il me semble. Mais pour vous dire que Karate Kid revient. Alors, les plus fans d'entre vous le savent, que pour l'instant la série Cobra Kai sur Netflix fait un tabac avec sa 6e saison, qui arrive quand même. 6 saisons pour une série Netflix, c'est pas rien. Oui. Une série qui était produite à la base pour YouTube Premium, paix à son âme, ouais, c'est clair. qui finalement a été rachetée par Netflix, et qui était surtout tirée de la trilogie Karate Kid avec Daniel LaRusso et Maître Miyagi. Voilà, Maître Miyagi qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Moi, ça a marqué mon enfance, cette série de films. C'était une trilogie. La première se passait aux États-Unis, la deuxième au Japon, et la troisième on revenait aux États-Unis avec un film beaucoup plus sombre que les deux premiers. C'était vraiment chouette. Un remake avait vu le jour il y a quelques années avec Jackie Chan et Jaden Smith, oui, bien sûr. où d'ailleurs ça se passait en Chine et il lui apprenait du kung-fu, mais ça s'appelait Karate Kid. Faut pas chercher à comprendre parfois, finalement, pour utiliser le nom d'une licence, on peut en faire à peu près n'importe quoi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le Ralph Macchio, donc qui jouait Daniel et qui le joue toujours dans la série Cobra Kai, a rencontré Jackie Chan. Et ils ont fait une vidéo ensemble pour annoncer qu'une nouvelle partie de la licence allait voir le jour. Ils cherchent donc un nouveau Karate Kid, vous pouvez postuler si vous le voulez. Ils ont bien entendu, déjà reçu une dizaine de milliers de demandes. Mais il faut savoir que pour pouvoir envoyer sa demande, donc le film est prévu pour décembre 2024, donc les mecs sont en starting block pour trouver la personne, à mon avis, ils sont un petit peu dans la galère pour trouver un bon acteur. Donc les producteurs du film ont pas annoncé par contre où se placerait le film par rapport au lore, c'est-à-dire qu'ils ont pas dit que si ce serait un reboot, un remake, si ce serait la suite de Cobra Kai, etc., etc. Pour l'instant, l'annonce a juste été faite qu'ils cherchaient un nouveau Karate Kid. Ce qu'on sait, c'est qu'ils cherchent quelqu'un d'asiatique ou d'origine asiatique qui parlerait anglais. Ça serait un petit plus s'il savait faire des arts martiaux, s'il savait danser, s'il savait parler mandarin couramment et s'il avait pratiqué de l'acting avant, mais ils ont bien noté que c'était pas obligatoire. Mais c'est quand même mieux. Oui, ça fait quand même beaucoup de... Ouais, ça fait beaucoup de conditions quand même. Et j'ai oublié de dire, il faut qu'ils aient entre 15 et 17 ans pour nous, malheureusement. C'est mort, on a pas l'âge. 18 ans. Voilà, on est juste au-dessus. Voilà, c'est ça, on est pile au-dessus, puis en plus on aurait pu passer physiquement. C'est vrai que chercher un asiatique ou quelqu'un d'origine asiatique pour nous, je pense que ça aurait pu passer. Alors moi, je parle à peu près anglais. C'est le seul truc de la description qui correspond. Voilà. Moi je parle pas du tout mandarin. Je danse pas, je parle pas mandarin, je fais pas de kung-fu. J'ai fait 6 mois d'arts martiaux quand j'ai jamais j'étais vu un seul Karate Kid. Quel drame. Ouais. Voilà. Et ça me tente pas plus que ça. C'est vrai. Oui. Pourtant c'est vachement bien. Mais sûrement. Mais peut-être que je regarderai un jour. Ah bah pourquoi pas, écoute, finalement, si t'en as la curiosité. Écoute, on va rester du côté américain, à peu près, puisque les chaînes Warner quittent Molotov. Oui, les chaînes Warner quittent Molotov, et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu surprenant pour beaucoup. Moi, je trouve que ça l'est pas tant que ça, puisque effectivement, c'est arrivé le 22 novembre que Molotov.tv a annoncé le départ des chaînes du groupe Warner Discovery de sa plateforme, notamment les grandes chaînes de cinéma et de séries Warner TV et TCM Cinéma. Vous avez également tout ce qui est
programme jeunesse avec Warner TV Next, si je dis pas de bêtises, c'est le nouveau nom de Toonami depuis le 1er septembre. Exact. J'avais oublié qu'elle avait changé de nom, moi je ne retrouvais plus Toonami l'autre jour sur ma télé, mais c'est qu'elle avait changé de nom, Cartoonito, Boomerang, etc., etc. Donc le site qui nous révèle cette info, c'est le site Planète CSAT, un site que je vous conseille si vous aimez toutes les actualités des chaînes du satellite, qui était vraiment pionnier en 2002 sur internet à parler des informations à l'époque de Canal Satellite et de TPS, qui n'a pas changé de nom et qui continue toujours de nous sortir des news. Et du coup, il lance deux hypothèses. La première, c'est sans doute qu'il n'y a pas eu d'accord effectivement de distribution entre les chaînes, puisque Molotov aurait pu demander des droits de diffusion sans doute trop élevés, ce qui peut arriver, ou alors Warner, qui a sans doute, et moi je pense que c'est une bonne option, souhaité privilégier sa propre plateforme, HBO Max, qui va arriver, ou tout simplement le Pass Warner, que vous retrouvez actuellement toujours chez Amazon. Et puis voilà, il semblerait que c'est la deuxième hypothèse, que Warner Discovery se ressente sur sa propre stratégie de distribution, puisque il est fort probable que la plateforme HBO Max, nous dit-on, puisse se substituer au Pass Warner de Prime. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles d'HBO Max, on rappelle qu'on devait être dans les premiers pays de Max tout court, d'ailleurs. De Max, pardon, tout court. Donc c'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle pour Molotov. On en avait parlé un petit peu l'autre fois avec des chaînes qui s'en vont. Ce sont les mêmes chaînes qui sont parties d'ailleurs de chez Molotov, qui sont parties de Canal il y a un an. Des groupes de chaînes qui sont payants aussi, via Molotov. Qui sont payants via Molotov, tout à fait. Donc vous pouvez continuer de voir toujours ces chaînes via SFR, Free ou Prime Video, on le rappelle, et d'autant que ce serait un petit coup pour Molotov, parce que même si les audiences de Mediamat thématiques ne sont pas encore arrivées pour la prochaine vague, eh bien il se murmure que Cartoonito, la nouvelle chaîne qui avait été lancée en début d'année, et Warner TV Next, donc la chaîne ex-Toonami, eh bien ferait de très très bonnes audiences, et que du coup chez Molotov on serait très embêté de devoir s'en priver. En tout cas voilà, c'est un départ qui était un peu surprenant, parce qu'on sait que Molotov, ça fait partie de sa stratégie. Autant Canal peut se passer des chaînes Warner, autant Molotov, c'est un petit coup qui lui est porté. Mais en même temps, on peut comprendre qu'avec l'arrivée de Max, Warner prépare le terrain. Entre linéaire et plateforme, tu vas garder la main et on va parler d'une nouvelle chaîne Fast. Oui, je vais vous parler de deux nouvelles chaînes Fast. La première chez TF1 et la seconde chez France Télévisions. La première, c'est Notre Planète. C'est une chaîne qui a été lancée le 16 novembre, qui est consacrée à la découverte et à la protection de la nature. Alors, c'est un peu surprenant de voir TF1 lancer cette chaîne-là, puisqu'ils ont une chaîne dédiée à la protection de l'environnement et à la nature sur les chaînes TF1 thématiques. Il s'agit de Ushuaïa TV. C'est une chaîne que je vous recommande chaudement, qui fait partie des chaînes que je ne regarde pas assez et pourtant que j'adore, puisque ce sont que des documentaires. Alors soit qu'ils ont racheté à d'autres chaînes, comme des anciens épisodes de Train pas comme les autres par exemple, Échappée belle, d'anciens épisodes d'Ushuaïa, ou alors des programmes inédits en France, qui sont toujours très très bien faits, et qui ne sont pas des programmes forcément sur l'environnement qui vont être très culpabilisateurs, mais qui vont au contraire être vecteurs de solutions. Et vous avez la vitrine d'Ushuaïa TV, on le rappelle, tous les samedis matins sur TF1, puisqu'ils choisissent leur programme emblématique de la semaine, qui est diffusé en clair le dimanche à 10h40, et j'ai regardé cette semaine samedi cette émission qui était consacrée à Flo de la Vega, des Frérots de la Vega. Les Frérots de la Vega, ça te parle? Oui, les chanteurs. Oui, les chanteurs, alors qu'ils ne sont pas frères. On rappelle que Frérots, c'est son nom de famille, et de la Vega, c'est son nom de famille également. Et bien là, on le voit partir à Ibiza, mais côté, on va dire, environnement, nettoyer les plages, essayer de voir un peu comment faire pour rendre cette destination ultra touristique. C'est hyper ouvert en fait comme documentaire nature. Et en fait, c'est vraiment des documentaires nature sur plein de sujets différents. C'est tous les samedis matins et ça marche plutôt bien. Et donc là, Notre Planète, on nous dit qu'elle est conçue pour toucher un large public, des enfants aux adultes, avec des reportages qui traitent de sujets variés tels que la pollution, le réchauffement climatique, la biodiversité ou la protection des espèces menacées, avec des sujets de vulgarisation scientifique et des reportages qui mettent en lumière des initiatives de protection de la nature. Alors ça, c'est ce qui est dit dans la vitrine, on va dire. Dans les faits, je pense que ce sera sans doute un peu une version low cost d'Ushuaïa TV. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une chaîne payante et l'autre gratuite et que ce soit exactement pareil. Donc je pense qu'on aura sans doute des anciens programmes et à mon avis aussi beaucoup, mais ça reste à prouver. Je suis pas allé voir sur la chaîne, mais il y aura sans doute du recyclage de programmes étrangers, ce qui n'est pas le cas sur Ushuaïa TV, qui sont des productions du groupe TF1 et de toute la filière documentaire de TF1. Là, on risque d'avoir des émissions anglaises, américaines, doublées sur la biodiversité, l'environnement et la planète. Mais ça peut être assez intéressant. Et ce qui est un peu plus surprenant, c'est la nouvelle chaîne France TV Séries, qui est la nouvelle chaîne Fast dédiée aux séries françaises sorties par France TV, et qui est sortie dans une sorte d'anonymat le plus complet, puisque France Télé n'a absolument pas
pas communiquer dessus. Et ça, c'est assez surprenant, puisque cette chaîne donc, va proposer une offre, nous dit-on, variée de séries françaises, dont des épisodes de Meurtre A, c'est aussi sur Planète CSAT qu'on peut lire ça, des feuilletons, Un si grand soleil, La stagiaire, Les petits meurtres d'Agatha Christie, et également des séries documentaires, comme Sur le front d'Hugo Clément, ou des séries jeunesse. Et donc, l'idée de France Télé, visiblement, c'est de diversifier sa stratégie pour ces chaînes fast. On rappelle que les chaînes fast sont des chaînes gratuites, mais avec de la publicité disponible uniquement sur Internet. Et qui sont thématiques. Ouais, qui sont thématiques, voilà. Notre planète, ce sera donc du documentaire. Là, France TV séries, c'est des séries, comme son nom l'indique, ce sont des séries produites par France Télévisions, et c'est un peu surprenant de voir qu'on a eu pas du tout de communication, alors que France Télé en général est plutôt prompt à parler de ce genre de choses. Alors voilà, affaire à suivre. Ouais, et est-ce que tu sais où c'est accessible ? Alors je pense que c'est sur France.tv à mon avis. Ok, et TF1 sur TF1 Max. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok. Petite plainte d'ailleurs pour TF1 Max, si vous nous écoutez, tant pis, on va perdre notre possibilité peut-être d'avoir des rendez-vous avec vous, mais franchement le côté hyper payant de la plateforme TF1 Replay ou TF1 Max, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est vrai que franchement c'est très très agaçant de devoir payer un abonnement pour regarder du replay. Je veux dire, ça arrivera peut-être un jour ou l'autre, mais là franchement c'est pas le bon moment, je trouve, pour rendre payant des programmes comme ceux-là, alors que déjà sur les programmes gratuits on se tape de la pub. Alors je pense que la bonne nouvelle, c'est que ça devrait disparaître, puisqu'on rappelle qu'il va y avoir la plateforme TF1 qui va arriver début janvier, et puis on rappelle que tu avais quand même mis en top il y a quelques semaines, ta recommandation c'était TF1 en général. Donc si jamais ils sont en colère, ils peuvent aller écouter cette recommandation précédente. C'est vrai, complètement. Et puis d'ailleurs, tiens, j'en profite, coup de gueule contre Canal aussi, tiens, comme ça c'est fait. 29,99 par mois pour devoir se taper les pubs devant les programmes Canal qui ont même pas 24 heures. Excusez-moi du peu, messieurs, dames, mais franchement, je me suis quand même tapé 70 secondes de pub devant Pamela Rose. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Bah ouais, pour une série Canal qui sort le jour même en production Canal alors que je paye un abonnement, franchement les gars, enfin pas cool quoi. Vraiment, je trouve ça pas cool, donc petit coup de gueule là-dessus. Après, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font, voilà, il y a beaucoup de points positifs, mais celui-là, il est quand même bien négatif, quoi. On va rester sur les points négatifs et je vais vous parler de la grève audiovisuelle. Alors, vous le savez peut-être pas, je la refais, bah alors, vous savez peut-être pas, mais sur Instagram, je vous ai fait un petit article pour vous expliquer qu'en France aussi, là, en ce moment, les syndicats audiovisuels commençaient à se mettre en grève. Il commençait à y avoir des blocages de tournage, dont HPI, qui est la grande série de TF1. Et qui va arriver incessamment sous peu pour sa nouvelle saison, mais pour l'instant le tournage a apparemment été bloqué, ou en tout cas il y avait une demande au blocage des syndicats de l'audiovisuel, et donc il faut savoir que il devait y avoir un rendez-vous à la date du 5 décembre entre les syndicats audiovisuels et les syndicats de production, donc entre les salariés techniciens et la production. Sauf qu'apparemment ce rendez-vous a voulu être avancé au 23-24 novembre du 5 décembre. Le problème c'est que les syndicats commencent à râler en disant que avancer ce rendez-vous-là c'est pas une bonne idée, puisque pour l'instant ils sont toujours en travail sur les points qu'ils veulent aborder et sur les choses qu'ils veulent demander, et que faire un rendez-vous trop tôt ce serait forcément bloquer en fait les initiatives des uns et des autres. Bien sûr, ouais. Donc c'est une toute petite news, je vais pas vous en dire beaucoup plus, vous pouvez aller voir le petit article que je vous ai sorti sur Instagram, à savoir aussi que donc forcément tout ça concerne des problèmes de salaire, hein, puisque les techniciens se plaignent qu'il y a eu 20% d'augmentation de la vie en général, et que eux apparemment n'ont pas reçu cette compensation là au niveau des salaires. De leur côté, la production dit que malheureusement en période post-Covid, c'est très compliqué de gérer la production de nouvelles séries et de nouvelles propositions audiovisuelles, et qu'en plus de ça, les chaînes ne veulent pas payer plus cher, puisque les créneaux publicitaires, en fait, eux, sont en galère. En fait, tout le monde est en galère, enfin, tout le monde dit qu'il est en galère, c'est-à-dire que les publicitaires, enfin ceux qui veulent faire leur pub ne veulent pas payer plus cher en disant que post-Covid ils n'ont pas les moyens. TF1 du coup ne peut pas augmenter ses tarifications, en tout cas pas plus que la normale, donc ils ne peuvent pas payer plus cher pour des séries, donc les productions ne peuvent pas mettre plus d'argent dans les séries, et forcément les derniers dans la course ce sont les techniciens qui ne toucheront pas plus. C'est un cercle vicieux quoi, voilà, c'est clair. C'est ça. Mais c'est un sujet brûlant en fait. Mais complètement. Et c'est là qu'on voit que finalement il y a quand même eu un écho
des grèves des scénaristes et des grèves des acteurs Bien sûr. aux États-Unis qui maintenant voilà, donc servent d'écho en France. Et ça fait un moment d'ailleurs que les scénaristes en France se plaignent, mais malheureusement, les syndicats et les regroupements de scénaristes en France ne sont pas assez puissants que pour exiger quoi que ce soit au niveau français. Donc pour l'instant, c'est en attente. Et puis on vous en parlera incessamment sous peu dès qu'on aura plus d'infos. Mais ça risque de bloquer, et on espère que ça ne bloquera pas trop longtemps, puisque ça veut dire qu'il va falloir faire du renouvellement de séries, ou en tout cas proposer de vieux trucs si les séries ne sortent pas en temps et en heure. Ça, c'est bien possible. Mais dis donc, déjà 25 ans pour la chaîne L'Équipe. La chaîne L'Équipe a 25 ans, elle s'est pas appelée la chaîne L'Équipe c'est tout la le pire temps. transition de tout le Vous podcast. vous souvenez peut-être de l'Équipe 21, par exemple, il y a quelques années, ou de l'Équipe TV, alors que je regardais, moi étant adolescent, sur CanalSat à l'époque. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, si la chaîne L'Équipe diffuse de multiples programmes en direct, de nombreuses compétitions sportives, des émissions comme l'Équipe de Greg ou l'Équipe du soir, eh bien, au début des années 2000, la chaîne L'Équipe, c'était une chaîne qui diffusait uniquement des journaux télé du sport, comme le fait aujourd'hui InfoSport Plus sur Canal. À l'origine, la chaîne L'Équipe, c'était seulement tous les quarts d'heure, un journal sur le sport. Elle a donc été créée en 1998 par le groupe L'Équipe, et donc il y aura un prime time spécial le lundi 11 décembre à 21h05 qui sera présenté par Pierre-Antoine Damcourt, qui est cet humoriste qu'on retrouve tous les jeudis soirs chez Camille Combal, et aussi donc dans la petite lucarne sur L'Équipe. Il proposera donc aux téléspectateurs de revivre les plus grands moments sportifs vécus sur la chaîne et son histoire lors de l'évolution. Autant vous dire que je serai évidemment devant, puisque c'est une chaîne que je regarde moins, mais il y a une époque où il y a quelques années j'étais branché tous les soirs sur L'Équipe du soir, et je regardais, étant adolescent, l'Équipe TV. Et donc effectivement, on va avoir un retour sur l'histoire de la chaîne au travers des plus grands événements sportifs de l'histoire de ces 25 dernières années, les Coupes du Monde avec les victoires de la France, l'Euro, le Tour de France ou encore la Formule 1. On rappelle que la chaîne L'Équipe aujourd'hui fait une audience moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs par jour, donc ça marque très très fort pour une toute petite chaîne créée dans les locaux du journal L'Équipe qui était suivie seulement par quelques milliers de téléspectateurs à sa création en 1998. Mais ils ont bien réussi à se diversifier, je trouve, parce que maintenant il y a du cinéma, aussi, qui concerne toujours à peu près le sport. Enfin, ils arrivent toujours à trouver un coin entre les deux. Ils ont quand même de la retransmission sportive maintenant, parfois de sport un peu discret, mais ils arrivent quand même à faire de tout. Je trouve que cette chaîne est vraiment, elle a réussi à monter depuis la création de la TNT. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Bah écoute, on fait des allers-retours entre télévision et cinéma, et tu vas nous parler du tournage de Venom 3. Ah oui, vous l'attendez tous, parce que vous avez tous adoré Venom, Let There Be Carnage, la preuve où il y avait 2 personnes en TF1. Ils ont annoncé que le 3 ferait 1h10. Non, alors, il va bien y avoir un tome 3 Tom Hardy. Avec Tom Hardy, épisode 3 qui doit sortir chez nous normalement le 8 novembre 2024, donc c'est bientôt. Il faut dire que tout était prêt, tout avait commencé, et puis patatras, tu en as parlé, la grève à Hollywood, et donc la production a recommencé. Et Tom Hardy est hyper enthousiaste. Alors lui, il ne s'en cache pas. Il a adoré les premiers Venom, il a adoré tourner dans les films, et il a posté sur Instagram, comme le révèle le... Oui, exactement. Oui, c'est vrai que s'il allait dire le contraire, ça aurait été un peu embêtant. Mais il a écrit un texte sur son Instagram, comme le révèle le magazine Première, qui s'appelle The Last Dance, évidemment en référence au documentaire sur Michael Jordan, sorti par Netflix il y a quelques années, où il dit « Heureusement, nous sommes de retour au tournage et je veux prendre un moment juste pour remercier toutes les équipes. Nous avons parcouru un long chemin. On a l'impression de ne pas être au travail sur ce tournage tellement tout se passe bien. Travailler entouré de techniciens talentueux et passionnés et entouré de personnes que vous aimez et qui vous tiennent à cœur, il n'y a rien de mieux dans la vie. Je tiens à mentionner très brièvement à quel point je suis fier de ma réalisatrice, partenaire d'écriture et chère amie Kelly Marcel. Te voir prendre les commandes de Venom me remplit de fierté. » Oui, ces 2 prénoms qui sont bizarres l'un à côté de l'autre. Oui, c'est un honneur. Fais confiance à ton instinct, il sera toujours au rendez-vous. C'est parti pour une belle balade. Et donc, on rappelle que en dehors de ce Venom 3, eh bien, il y a 2 autres spin-offs de Spider-Man, puisque Sony n'a plus les droits pour faire du Spider-Man autrement qu'en animé, qui vont sortir cette année, puisqu'il devrait y avoir Madame Web le 14 février avec Dakota Johnson. La dernière fois qu'un film avec Dakota Johnson était sorti le 14 février, c'était 50 nuances degrés, c'est dire si ça vous fait envie. Et puis Kraven le chasseur, porté par Kick-Ass, Aaron Taylor Johnson, qui sortira lui le 30 août, voilà pour le Spider-Sonyverse. Qui a été repoussé d'un an, hein. Il devait sortir là, cette fin d'année, là en octobre, il me semble, hein, c'est pas ça?
un truc comme ça, hein, et puis finalement il était repoussé à l'année Ouais, prochaine. c'est vrai. Et puis alors quand on voit ce C'est qu'ont vraiment- fait les derniers films Sony au cinéma, c'était quand même pas oufissime, hein, avec notamment les Venom et avec Morbius, Morbius, ouais, Morbius, avec Jared Leto pourtant. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ouais, pas très apprécié au niveau de la critique, pas des grosses entrées. Mais même ceux qui sont appréciés par la critique, on voit Spider-Man. Alors, Ouais. tout le monde adore Cross de Spider-Verse, mais il faut Ouais. avouer que les chiffres sont pas énormes. Je suis pas sûr qu'il ait atteint le million. Il a dû l'atteindre peut-être péniblement et je suis Ouais. pas sûr. Et on rappelle la diffusion télé, souvenez-vous l'année dernière à Noël en prime time C'est sur vrai. TFC, ça avait été sur TMC pardon, et ça avait été une catastrophe d'audience, je crois autour de 100 ou 150 000 téléspectateurs. En fait, tout le monde l'adore, mais Mm. j'allais dire personne va le voir, non. Mais c'est vraiment cette différentiel niche. entre la critique Ouais, c'est et en ça. fait les gens. Au début, on était surpris, toi et moi, souviens-toi que France 2 avait acheté les droits pour le diffuser le 31 décembre 2021 à 14h et on s'est dit mais pourquoi ils le mettent pas en prime. Ouais. Et en fait, ils l'ont On passé, sait. ils l'ont vendu à TF1 qui l'a placé stratégiquement, hein, la semaine Oui. de sortie d'Across the Spider-Verse. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça avait été si ça avait été en dehors de ce cadre-là d'ailleurs. Bah, c'est ça le problème, ouais, mais c'est vrai que c'est dommage en plus, surtout quand un film est aussi apprécié par les fans et par la critique, quand on voit un cumul parfois d'entrées pour. Ah bah tu vois, et on est mauvaise langue, 1,9 million Ah, quand même. pour le deuxième. Quand ouais. même. Ouais, Donc il y a du monde en salle, mais après, Ouais. voilà, ça a du mal à décoller. Ça a du mal à décoller par la suite. Et voilà, les diffusions télé en sont un bon exemple, mais ça reste un film qui se vend très bien en Blu-ray par exemple. Ouais, Parce ouais. que, bah voilà, on a toujours des personnes qui, comme nous, sont un peu geeks, aiment bien les objets de collection liés au cinéma, et c'est en général les gens qui aiment ce type de film. Mm. Mais je pense qu'on aura un peu le même syndrome avec Ninja Turtles. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle chez nous, mais Mutant Mayhem. Mayhem, mais en tout cas, Teenage Years. Oui, Teenage Years, voilà, qui a beaucoup plu, mais qui a pas fait des entrées mirobolantes. Et là, tu vas me dire, ah bah non, on est mauvaise langue, il a fait 9 millions d'entrées. Non, là pour le coup, celui-là, je crois qu'il a pas fait le million. Effectivement, j'avais regardé il y a pas si longtemps. On n'y est pas du tout. Allez, on repart du côté de la télé. Tu vas nous proposer un programme emblématique pour Noël sur M6. Oui, alors ça faisait 2 ans de suite que M6 nous proposait le vendredi des vacances de Noël un Disney. Souviens-toi, Oui, on c'est avait vrai. droit notamment à La Belle et la Bête il y a peu de temps. Et cette année, ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule, puisqu'ils ont annoncé cette semaine que le vendredi 22 décembre, à 21h10, on aurait droit à un programme que tu as regardé récemment. Ce sera la grande finale de La France a un incroyable talent. Ah bah, dis donc. Ils ont décidé de la déplacer du mardi au vendredi, le jour des vacances, pour qu'un maximum de gens soient devant la télé. Et rappelons que cette grande finale, contrairement aux autres épisodes, sera en direct. Et Oui, donc, oui, c'est vrai. tout peut se passer, tout peut arriver à ce moment-là. Et donc, on va scruter les audiences. Je peux vous dire que côté M6, on va scruter aussi les annonceurs. On va voir s'il y a beaucoup de monde qui se place à ce moment-là. C'est un petit peu casse-gueule, parce que quand on a l'habitude d'avoir un programme toujours le mardi, voir la finale le vendredi, c'est assez déstabilisant. La Starac parfois bouge du samedi au Ouais. vendredi parce qu'il y a du foot ou autre, mais de là à mettre carrément la grande finale un autre jour. Mais d'un autre côté, ça peut être, je pense, un très bon programme pour commencer les vacances de Noël en famille, tous devant la télé, à regarder ce talent show Made in M6. Donc voilà, on commence déjà en avant-première de vous distiller des programmes qui vont passer à Noël sur nos chaînes de télé. Quid, du coup, du Disney de Noël pour M6 ? Alors, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de Disney à Noël pour M6, puisque Encanto c'était vraiment le gros film qui devait diffuser. Ils ont choisi plutôt les vacances de la Toussaint. On rappelle, avec plus de 3 millions de téléspectateurs, c'était peut-être pas une mauvaise idée, C'est puisqu'il a marché très fort. Donc, est-ce qu'on va être plutôt dans de la rediffusion ? Je me pose un peu la question des films. Quelqu'un se l'est posé en tout cas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne les verra jamais arriver sur nos télés, mais des films type Lucas, Alerte Rouge, Soul, qui sont Raya, qui sont des exclusivités Disney+. Donc Disney+ n'a pas d'obligation de les diffuser. Mais je pense que si M6 arrive avec un chèque, ça peut se négocier, même si ça reste un des arguments de Disney+ pour que les gens achètent, prennent le forfait. Mais ils les ont quand même sortis en Blu-ray, donc on peut se poser la question. Oui, et Donc, puis c'est surtout qu'ils n'ont pas d'obligation de l'enlever de la plateforme s'il n'est pas passé au cinéma, il ne correspond pas à la chronologie des médias, donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien le vendre à M6 tout en le laissant sur la plateforme. Donc peut-être qu'on aura ça, on va guetter, mais en tout cas, c'est Encanto qu'on attendait comme le Disney de Noël est arrivé un petit peu plus tôt. Ouais, peut-être un Avalonia, ou on sait pas, de toute façon on verra bien. On verra, ouais. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre quand même, c'est cette habitude qu'on avait du coup depuis 2-3 ans d'annoncer le Disney de Noël est arrivé plus tôt, en plus il passe les Indestructibles 2 aussi très bientôt là, donc c'est vrai que c'est bizarre les Indestructibles 2 c'est vrai, en première diffusion, après Encanto ça fait bizarre, parce que voilà, mais ça arrive vraiment hors vacances, mais il faut rappeler aussi que le calendrier scolaire est particulier cette année, avec les vacances qui sont très tard.
L'année dernière, les enfants étaient en vacances le 17 décembre, là ils vont l'être le 22 au soir. Ça laisse pas une grande latitude avant Noël. Et est-ce que les gens vont être autant devant la télé après Noël qu'avant Noël? On peut se poser la question. On verra. On scrutera les audiences de près pour vous. On se pose surtout la question de Bertrand Chameroy qui débarque en deuxième partie de soirée sur France 5. Sur France 5 avec une émission. Alors comment est-ce qu'on le sait ça? En allant sur le site émission-tv.com. C'est le site qui vous permet en fait d'assister dans le public des émissions de télé. Yes. Et moi je suis abonné à ce site puisque c'est grâce à lui que je suis allé voir Quotidien. Oui, parce qu'il y a plusieurs sites. Hein. Il y a Wiclap, il y a etc. Donc émission.tv, c'était Quotidien. Et donc on apprend qu'il y a une émission qui va s'appeler Bertrand n'a pas sommeil, qui devrait donc être diffusée en deuxième partie de soirée sur France 5. Okay. Et les tournages auront lieu le lundi 11 décembre. Alors il y en a un à 11h45 et l'autre à 17h30. Et le deuxième le mardi 12 décembre. J'espère qu'il a pas sommeil à 11h45. Et 14h30. Ouais, alors du coup c'est vrai que c'est enregistré matin et après-midi pour les deux. Lundi 11 et mardi 12. Donc 4 émissions vont être tournées. On ne sait pas encore quel serait le créneau de diffusion. Mais des indiscrétions sur Internet nous laissent entendre que ça pourrait être éventuellement le jeudi soir face à Camille Combal. Et rappelons qu'en plus Bertrand Chameroy et Camille Combal, tous les deux ont travaillé en même moment avec Cyril Hanouna. C'est vrai. Et étaient ces deux humoristes du soir. On le voyait d'abord Bertrand Chameroy arriver puis Camille Combal. Eh bien ils pourraient être tous les deux l'un en face de l'autre. On rappelle que un des programmes phares de Bertrand Chameroy c'était OFNI. Objet filmique non identifié, quelque chose comme ça, ou je sais plus le nom exact de l'émission, et c'était sur W9 en deuxième partie de soirée. C'était pour ça qu'il avait quitté Touche Pas. Okay. Objet flottant non identifié, ça c'est ce qu'est un OVNI, parce que ça existe, hein. Les ovnis, c'est un objet dans le ciel, et quand c'est un objet dans la mer, c'est un OVNI, et c'était l'info retournée, voilà. L'OVNI et qui avait été déprogrammé en 2017, mais il y a énormément de fans à qui cette émission manque. Alors bon, ils vont peut-être se retrouver sur France 5. Et une peut-être dernière news télé que je ne t'avais pas donnée dans ma préparation d'émission, pour vous dire que le grand concours, si je l'ai peut-être dit ça, va fêter ses 20 ans, et qu'à l'occasion, le grand concours c'est né en 2002, c'est cette émission présentée aujourd'hui par Arthur, et à l'origine en fait c'était des anonymes, c'était des enfants qui jouaient au grand concours. On a tendance à l'oublier parce que il y a eu la version animateur qui continue d'exister. Il y avait aussi pendant des années le grand concours des grosses têtes en partenariat avec RTL, où il y avait des chroniqueurs des grosses têtes qui allaient sur l'émission. Et bien là cette année ils vont sortir les 20 ans du grand concours, et qui sera présenté par 3 animateurs emblématiques de l'émission. Carole Rousseau qui était la toute première à présenter, Arthur qui présente actuellement, et un peu plus surprenant, Laurence Boccolini qui a eu l'autorisation par France 2 de se rendre sur TF1 pour présenter cet anniversaire. Manque seulement à l'appel Alessandra Sublet, qui avait présenté l'émission de 2018 à 2020, mais elle avait annoncé il y a déjà un petit moment qu'elle ne souhaitait plus du tout présenter d'émission de télé, donc on ne sait pas si elle a refusé ou si c'est simplement qu'elle ne présentera pas l'émission. Mais est-ce que Laurence Boccolini va refuser de présenter l'émission maintenant que ça sait que ça a été diffusé Je ne pense pas, puisque c'est TF1 elle-même qui a communiqué cette fois-ci, c'est pas une indiscrétion. C'est vrai, bah écoute, ça nous fait déjà pas mal de news. On a fait un gros tour de l'actualité télé, cinéma, et puis un petit peu des plateformes aussi. Et puis écoute, je pense qu'on va passer tout doucement à nos audiences. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à la télé ces derniers temps, là, David ? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, à la télé ? Pas grand-chose. Je suis désolé de te rappeler. Mais qu'on fait les audiences télé, alors on vous rappelle qu'on a enregistré l'émission de la semaine Retenez bien cette question, parce que peut-être qu'un jour, on pourra la ressortir. Ça serait bien. Parce qu'on aura fait quelque chose. Qui sait ? J'aimerais bien, en tout cas. On a enregistré mardi soir la semaine dernière, et on enregistre cette semaine le lundi. Donc on vous a parlé avec beaucoup d'intensité de Somme Téléfilm de Noël, 3 frères et un couffin, là je ne sais plus. Et je sais que certains m'ont dit attendre les audiences, mais vous ne l'aurez pas dans l'émission de cette semaine, puisqu'on enregistre lundi après-midi, et qu'à l'heure où on enregistre, bien les vous du futur, vous le savez peut-être les audiences, mais les nous du présent, enfin en tout cas du passé, on ne le sait pas, puisqu'on enregistre lundi à 16h avant la diffusion. Donc mardi soir, 5,7 millions de téléspectateurs pour Grèce-France. C'est à peu près les mêmes chiffres que France-Gibraltar. L'affiche était plus alléchante, d'ailleurs c'est le seul match que la France n'a pas gagné dans ses éliminatoires. Il y a eu 2-2, mais il n'y avait 0 enjeu. Tu sais que ça ferait un très bon titre de série télé, ça. Grace France. Ouais, Grace, tu sais, genre une jeune femme qui serait, tu vois, qui s'appellerait France. Bon, bref.
Ouais, voilà. Voilà. T'es pas encore Thierry Tuilier, là, le patron de l'info chez France Télé, et qui peut... Bon, Grèce-France, 5,7 millions. Deuxième place, la France a un incroyable talent, 3,2 millions. Puis Belfond sur France 3, 2,2 millions. Et Le Vison Voyageur, un documentaire sur France 2 qui fait 1,7 million. Et à noter que, point de vue TNT en tête, c'est Million Dollar Baby sur C8 pour le cinéma, avec 540 000 téléspectateurs. Pas extrêmement haut, mais ça reste quand même oui, ça reste correct. Mercredi soir, on m'en a dit beaucoup de bien et du coup j'aimerais essayer de le voir en replay. C'est Je suis né à 17 ans, le film qui raconte la vie de Thierry Beccaro. Complètement. Et on m'en a dit vraiment extrêmement de bien. On m'a dit que c'était vraiment un film très touchant et qui raconte vraiment toutes les choses très dures qu'a vécu Thierry Beccaro, l'acteur emblématique de Motus. Et d'ailleurs il explique, il dit j'ai enregistré Motus, qui veut dire Motus se taire, et c'est ce que son père a essayé de faire de lui toute son adolescence. Il raconte des choses très touchantes, comme par exemple le fait que sur son lit de mort il ne voulait pas voir son père et que sa mère lui disait quand même tu pourrais lui tenir la main, il a quand même fait des choses pour toi, et en fait lui il se rappelle surtout de toutes les horreurs qu'il lui a fait, bien sûr. Et donc c'était un film, on m'en a dit vraiment tout le bien du monde. Ensuite, Meilleur pâtissier, 2 millions sur M6, et à la troisième place, New Amsterdam sur TF1 qui continue de plonger, 1,9 million, avec Secret d'Histoire à 1,8 million. Juste derrière, vraiment, France 3 en part de marché fait mieux que TF1, puisqu'on est à 9,8 pour France 3 et 9,7 pour TF1. Donc New Amsterdam, il va être temps que ça s'arrête. Et on attendait avec impatience les audiences de Pourri Gâté sur TMC. Alors c'est rigolo parce qu'il est quasi à égalité avec Arte, mais c'est Arte qui est devant avec 1 072 000 téléspectateurs pour la place d'une autre. Et Pourri Gâté, 1 071 000 téléspectateurs. Il n'y a que 1000 téléspectateurs d'écart entre Arte et TMC. Et en part d'audience, Pourri Gâté est largement devant. Donc 1 million de téléspectateurs sur une case comme le cinéma le mercredi sur TMC, c'est un très 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 bon score qui écrase la concurrence. Même Mongeville sur C8 est battu, donc c'est assez surprenant. Mais c'est vrai que c'est quand même, ce qui est surprenant aussi quand on s'y connaît pas trop en télé, c'est de se dire qu'il y a quand même 4 millions de téléspectateurs de différence. Il peut y avoir 4 millions de téléspectateurs de différence entre une grande chaîne et une chaîne de la TNT qui lui est pourtant pas si loin et qui a quand même Quotidien qui fait souvent des millions de téléspectateurs. Et notamment un record sur Quotidien ces jours-là, puisque Quotidien a presque atteint les 3 millions de téléspectateurs la semaine dernière pour la fin de son programme. C'est juste énorme. Alors, pourquoi Pourri Gâté fait moins sur TMC? Déjà parce que c'est une rediff. Donc 5 millions de gens avaient déjà vu il y a moins de 3 mois, donc il faut quand même le rappeler. C'est vrai. Il y a moins de 4 mois on va dire. Que Pourri Gâté a commencé à 21h presque 30 du fait de sa diffusion sur TMC, et puis que les gens ont le fameux réflexe, la plupart des gens, on va regarder sur le programme télé, on va aller sur le programme qui nous plaît, on va tiens, il y a ça sur Gulli, on met Gulli, mais il y a énormément de gens qui font 1, ah ça me plaît pas, 2, ah ça me plaît pas, 3, ah bah tiens, et en fait qui vont pas plus loin, et donc plus le numéro de chaîne est loin, moins ils ont une chance de s'arrêter dessus, et ça en fait ça représente un large pourcentage. TMC on est la chaîne 10, imaginez-vous Chérie 25 où on est sur 25 ou 27 pour France Info. Forcément ça joue énormément, parce que des gens qui disent, il y a énormément de gens qui n'achètent pas de programme télé, qui sont pas intéressés comme nous de ce qui peut passer, et qui vraiment vont avoir fini de manger, se poser sur le canapé, puis tiens qu'est-ce qu'il y a ce soir, et ne pas aller jusqu'au bout. Donc déjà 1 million c'est beaucoup, et à noter aussi la très belle performance de C-Star, on vous en parle assez peu, mais qui a passé Mission Impossible Rogue Nation. Alors c'est marrant de se dire que les Missions Impossibles, tout le monde les voulait cet été avant la diffusion du dernier opus en salle, et puis finalement c'est Canal qui a racheté les droits pour le passer non pas sur C8 mais sur C-Star, et 861 000 téléspectateurs, ça a marché très fort. Jeudi soir, même si tu n'as pas été très fan, eh bien Master Crimes a brillé, mais en baisse, et c'est en baisse constante, 4,6 millions, ça reste énorme, mais ça reste une baisse, et du coup il y a toujours un attrait pour la nouveauté au début. HPI a commencé à près de 11 millions il y a 2 ans, il faut le rappeler, il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi, et après a tourné autour de 7-8 millions. Donc il y a toujours des gens curieux qui regardent au début, qui vont pas aimer, qui vont pas continuer. Et là, c'est vrai que ça baisse, il y a aussi peut-être le replay, peut-être que des gens... Alors oui, mais non, puisqu'encore une fois, c'est la différence avec France Télévisions qui vous propose d'aller regarder toute la série sur France.tv gratuitement, avec quelques pubs. Là, les épisodes d'avant et les épisodes de plus de 7 jours sont
payant. D'accord, y compris ceux d'après, je savais pas. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Donc, non, là, pour le coup, ils jouent très mal leur carte, je pense, TF1 sur ce coup-là, mais après, c'est que mon avis. Bah à voir après si effectivement ça change en début d'année. Ouais. Mais donc Master Crime, premier 4 653 000, deuxième France 3 avec Avis de Tempête 2 837 000, M6 à la troisième place avec Cauchemar en cuisine 1 900 000 téléspectateurs, loin devant France 2 et c'est 1 200 000 pour Envoyé spécial, ça marche assez moyennement. L'histoire au scalpel, tiens, sur France 5 qui atteint le million, c'est assez rare pour ce type de C'est documentaire. vrai. Et à noter, Star Wars épisode 6, 925 000 sur TFX à la troisième place. Je pense que TFX, le groupe TF1 en tout cas, a eu une très bonne idée en diffusant les Star Wars, mais seulement 4, 5, 6. En fait, je me dis, on n'a pas obligé d'avoir le poids toujours de se dire, faut qu'on passe les 3, puis les 4, 5, 6, puis 7, 8, 9. Et c'est aussi ce qui avait pas mal marché pour Harry Potter, même si là, du coup, Harry Potter revient et c'est entrecoupé par le foot. Mais là, je pense que le fait d'avoir dit le jeudi, ok, on va passer que la trilogie originale, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils font plus d'audience que quand ils avaient été diffusés récemment sur TMC, même ces films-là. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'était un point important pour le groupe TF1. Et grâce à Star Wars 6, TFX arrive à être devant C8 et il y a que La Vérité qui compte à 880 000. Et surtout devant TMC qui est censé être sa grande sœur. On rappelle dans l'ordre de préférence, on va dire, d'importance, c'est TF1 en premier bien sûr, TMC deuxième, puis TFX, puis TF1 série film. Et bien là, c'est TFX qui est devant TMC avec Taxi 3 et 796 000 téléspectateurs. Et à noter que grâce à la diffusion de Last Christmas, TF1 série film arrive avec ses 600 000 téléspectateurs, presque 600 000, à être devant Sister, C-Star, Arte, RMC Découverte, Chérie 25, Énergie 12, RMC Story, Gulli et W9. Bah dis donc. Avec un score de 145 000 téléspectateurs, W9 qui est à la dernière place du classement. C'est rare. Bah, c'est Undo Stress New Generation. Voilà. Ça marche pas du tout. Battu par le grand jeu des années Club Dorothée, que d'ailleurs. En même temps, on va pas se leurrer. Est-ce qu'on regarderait pas Undo Stress à l'époque parce qu'avec ça, la télévision, c'était pas bon, faut le dire. C'était clairement un programme qui visait le type de population que j'étais à l'époque, mais je ne regardais pas ça, ceux qui rentraient du lycée. Quoi. Et Undo Stress, ça avait passé quand j'étais au lycée, et je dois le dire, c'était un public quand même qui était assez féminin. Ouais. Et en fait, toutes mes copines de la classe, elles rentraient le soir, elles voulaient voir absolument Undo Stress, parce que c'était un soap, c'est pas moins bien que Les Feux de l'amour ou que Plus belle la vie, mais c'était le principe. Et là, bon, voilà, ça marche pas du tout le soir. Vendredi, j'avais envie de le dire à la bourguignonne, alors vendredi, Astrid et Raphaël, 5 109 000 téléspectateurs. Là aussi, ça baisse un petit peu, mais c'est... Vraiment qu'on s'y mette à Astrid et Raphaël, qu'on comprenne le phénomène. C'est un carton incroyable. Et je trouve que, autant les gens parlent énormément d'HPI, de ce genre de série de Master Crimes, mais là, 5 100 000 téléspectateurs pour Astrid et Raphaël, c'est énormissime. Le grand concours est deuxième, avec 2 500 000 téléspectateurs. Puis l'anniversaire secret, 2 100 000 téléspectateurs sur France 3. Et tout changer ou déménager avec seulement 1 95 000 téléspectateurs sur M6. On en parlait l'autre fois, est-ce que c'est un effet de l'affaire Plaza, puisque c'est vraiment bas pour un prime du vendredi. Les films de M6 qui diffusaient des comédies françaises le vendredi soir marchaient mieux. Donc c'est quand même quelque chose qui peut poser question pour ce qui est des programmes de Stéphane Plaza. Samedi soir, Meurtre en Guadeloupe, premier, avec 4 millions de téléspectateurs, ça a conduit une marché très fort, puis 100% logique, 3 millions 2. Là aussi, ça baisse un petit peu, et ce qui faisait peur à Clément Garin, comme il le disait sur les réseaux sociaux, ce qui est pas bête, c'est que 100% logique, ce qui fait que ça cartonne, c'est que c'est événementiel. Ouais. Et là, on a l'impression qu'ils vont étirer ça jusqu'à Noël, et j'ai peur qu'il y ait de moins en moins de gens qui regardent, et c'est peut-être pas une bonne idée. Essayez de garder des choses événementielles, pas uniquement, voilà, on passe pour passer. TF1 est troisième avec la Starac, 3 millions de téléspectateurs, ça continue de baisser, mais ça reste au-dessus de la barre symbolique des 3 millions. Ça. Et ils ont un bon rapport sur les femmes de moins de 50 ans. Sur les FRDA. Et je sais pas si tu continues de regarder, mais on me dit que les shows sont même de mieux en mieux, et que c'est très très chouette. Donc, en fait, ils se professionnalisent tous. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec la Starac. Et moi, j'avais jamais fait le rapprochement, parce que c'est vrai que les premières saisons, quand c'était passé, c'était vraiment pas mon kiff. Moi, j'étais en mode animé japonais et gros film d'action, tu vois, donc je regardais pas trop ça. Mais c'est vrai que là, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment qu'ils démarrent de rien. Et en plus, moi, je regarde pas la quotidienne. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment de semaine en semaine une énorme évolution entre chacun des chanteurs, dans leurs prestations, dans leur chant, etc. Et alors, on aime ou on n'aime pas. Après, on a des préférences qui sont pas du tout objectives. Mais quand on reste sur un principe de chanson et de show, là, sont en train de virer
les personnes les moins compétentes, on commence à garder les meilleurs, et donc les choses sont de plus en plus impressionnantes, puisqu'ils se donnent de plus en plus, ils apprennent de plus en plus, ils chantent de mieux en mieux. Donc c'est vrai qu'on garde vraiment une qualité en fait, et on se dit, c'est vrai que la tournée qui va avoir lieu l'année prochaine, vu qu'ils seront calés, ils auront tout leur... ils seront devenus des pros en fait de ce genre de show, et ça peut être vraiment hyper intéressant d'aller voir les concerts de la Starac. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font cette année. Ouais, je pense que c'est aussi ce qui fait que ça marche bien. Ouais. Et pour dimanche, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu de la journée, plutôt que de vous parler tout de suite du soir et du fameux J'ai loupé le Grand Prix. duel d'Aubé. Le Grand Prix donc d'Abu Dhabi qui visiblement n'était pas spécialement passionnant, donc on n'a pas loupé grand chose. Bon, ça va. Et à noter, parce que un petit cocorico quand même, et toutes nos félicitations à Zoé Closure qui était la représentante de la France à l'Eurovision Junior, puisque nous avons gagné l'Eurovision Junior pour la 2e année de suite. Donc on refait le concours l'année prochaine. Alors c'est vrai que on peut se dire quand même que c'est en général quand un pays gagne l'Eurovision, c'est rare qu'il la gagne 2 ans de suite, c'est arrivé, et souvent c'est un peu dur même quand on est tenant du titre, parce que là, la Zoé, quand elle a été désignée, beaucoup disaient, de toute façon, on va pas gagner, on a déjà gagné l'année dernière. Eh bien si, elle a gagné de nouveau, donc bravo à elle. Et d'ailleurs, j'étais devant ma télé le midi, et Zoé, avec les anciens candidats, notamment Clara qui chantait et ça fait bim bam boum. Tous les anciens candidats français de l'Eurovision Junior ont participé à Tout le monde veut prendre sa place contre le champion actuel, pour l'association Les Petits Princes. C'était une émission vraiment très feel good. Vous direz en commentaire si David chante bien. Bien sûr que je chante bien. Et l'an dernier d'ailleurs, c'était Lissandro qui avait gagné l'Eurovision Junior, et donc il y avait 1,21 million de téléspectateurs, puisqu'on rappelle que l'Eurovision Junior, la particularité c'est que c'est diffusé en après-midi et pas en soirée comme l'Eurovision. Donc 1,21 million de téléspectateurs. C'est à la 2e place, derrière justement la quotidienne de la Starac qui est à 1,37 million de téléspectateurs. Donc c'est vrai qu'on parle en fait en millions de téléspectateurs sur les prime time du samedi, mais finalement ils doivent aussi se... Oui, ça fonctionne bien. Voilà, c'est ça fonctionne bien aussi sur les quotidiennes finalement. Il y a plus le week-end, mais ça fonctionne quand même bien. Plus le week-end que la semaine, parce qu'il y a plus de gens devant la télé, qui ont plus le temps à cette heure-là peut-être. À noter quand même que les 12 coups de midi continuent de tout écraser sur leur passage. Le midi, 3,31 millions de téléspectateurs. C'est plus du double de France 2 avec Tout le monde veut prendre sa place. Et 1,75 millions de téléspectateurs aussi. Et vous dire que C'est médiatique sur France 5, qui est vraiment une très bonne émission qu'il faut que je prenne plus le temps de regarder, fait 259 000 téléspectateurs. Elle n'est pas très longue en plus, elle fait à peine une heure. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment passionnant, puis c'est vraiment les sujets que nous traitons ici. Et donc c'était le fameux duel d'Aubé du dimanche soir. Alors c'est pas gentil, je me dis, je suis quand même un peu... Faut pas être... C'est pas qu'il est d'Aubé, c'est que c'est du multi-rediffusé, et on aimerait bien un petit peu d'inédit quand on voit tout ce qui sort à la télévision et sur les plateformes. Comme il y avait eu les semaines précédentes, puis hier j'ai une amie qui m'envoie un message, elle n'est pas très cinéphile dans le sens où elle regarde pas beaucoup de films, et elle m'envoie « Ah trop bien, il y a Lucie ce soir à la télé, je vais regarder sur TF1 ». Et je lui ai dit « Ah bah ouais, j'aime pas ». Et elle me dit « Ah moi je trouve que la fin est un peu bête, mais je sais pas, j'aime bien, c'est cool ». Et il y a quand même 3,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé Lucie. Lucie est largement en tête. Donc TF1 a bien visé. Les enquêtes de Vera, 3,3 millions et 2,972 millions de téléspectateurs pour les Tontons Flingueurs sur France 2. Donc presque 3 millions. Donc pour un duel d'Aubé, ça fait quand même 6,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé TF1 ou France 2. Donc on dit d'Aubé dans le sens, parce que pour rire, mais parce qu'on est déçu du fait qu'il n'y ait pas eu d'inédit, surtout dans cette période-là. Mais en même temps, on comprend... Non, mais... Les chaînes ont misé sur des valeurs sûres qui étaient sûres de leur apporter de l'argent. Ouais, mais tu vois, en plus, moi j'ai fait mon premier post, regarder le cinéma le dimanche sur Insta, tu vois, pour donner envie aux gens de regarder la télé. Et puis même moi, en faisant le post, je me suis dit, pour un premier truc où tu essaies de donner envie aux gens de se remettre devant la télé quand on est à fond sur les plateformes et tout, c'est pas facile de les attirer avec L'Homme au Colt d'or, Lucie et les Tontons Flingueurs, quoi. Donc c'est vrai que si on avait dû faire ça la semaine dernière avec Boîte Noire et c'est ça, j'y ai pensé qu'après, tu vois, et je me suis dit c'est pas grave, on le fera toutes les semaines, et je pense qu'on aura des dimanches, des duels du dimanche beaucoup plus intéressants de semaine en semaine. Mais c'est vrai que là, tu vois, je suis même content finalement que les Tontons Flingueurs aient fait moins de 3 millions parce qu'ils méritaient pas plus, quoi. Alors c'est vrai que Lucie 3,6 millions, les enquêtes de Vera 3,3 millions, les Tontons Flingueurs à peu près 3 millions, Zone Interdite 2,2 millions, et à la 5e place, on va pouvoir répondre à ta question, c'est le Dîner de cons qui fait 1,73 million téléspectateurs. Très bien pour TMC. Ce qui est très très bien. TMC donc qui est venu concurrencer presque TF1 en face à face, et donc 1,73 million téléspectateurs. C'est vraiment pas mal du tout. Parce qu'on le dit encore une fois, un film le dimanche soir sur TMC, c'est rare. Oui, c'est rare. C'est pas prévu à la base. Oui, de base, c'est plutôt des séries américaines pour ne pas concurrencer le film du dimanche soir sur TF1. Et là, TF1, sachant que les Tontons Flingueurs et l'Inet de Cons, ça peut être à peu près, pas tout à fait, mais c'est
peut être le même type de public qui aime ce genre de film français. Donc ils ont aussi voulu concurrencer les Tontons Flingueurs, et avec 1 million, s'il y avait une série américaine, je pense que les Tontons Flingueurs auraient peut-être fait 300 ou 400 000 de plus. Oui, c'est ça. Donc ça a réussi. L'Homme au Colt d'Or est juste derrière, 1 52 000 téléspectateurs. Et puis voilà, tout à la fin, c'est C8 avec La Belle Américaine et 141 000 téléspectateurs. Et on termine ces audiences en vous disant que dimanche soir, après les Tontons Flingueurs, justement, Beau Geste a réuni 531 000 téléspectateurs, et d'après la boîte de prog, on peut avoir 20 à 30% de téléspectateurs qui regardent Beau Geste en replay. Eh ben c'est très bien. Bah écoute, il ne reste plus qu'à parler du programme. Je pensais que tu allais donner ton avis sur Beau Geste, vu que tu avais dit que ça viendrait pendant les audiences, mais... Ah, bah oui, écoute, on peut en parler. Hein, non, Beau Geste, moi j'adore toujours l'émission, je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Il y a une volonté vraiment de la boîte de prod de faire une émission de qualité, quoi. C'est pas juste des interviews en caméra face à face, on a des beaux plans, on a une très belle musique. Voilà, les invités sont toujours prestigieux, ils ont toujours des choses à dire qui sont hyper intéressantes. En plus, Pierre Lescure, c'est un mec qui est dans le métier depuis tellement d'années, qu'il a un carnet d'adresses extraordinaire. C'est presque s'il tutoyait pas, enfin, comme s'il tutoyait tout le monde, tu vois, que c'était un peu leur truc. Enfin voilà, suivre Lajli au Canada pour qu'il puisse montrer son film et voir à quel point les pays étrangers apprécient le cinéma français, etc. C'est vraiment hyper intéressant. J'adore vraiment cette émission. Et hier, donc là on enregistre le lundi, hier c'était Vincent Cassel qui était l'invité principal, et j'ai vraiment hâte de voir l'émission parce que ça a l'air hyper intéressant. Et je leur reproche juste une petite chose, mais après c'est normal, c'est parce que la prod est comme ça. C'est vrai que au bout d'un moment, je risque d'être très vite lassé de les voir se balader dans les rues parisiennes. Oui. J'aimerais bien les voir s'exporter un peu, peut-être à Bordeaux, à Lyon, à Lille, voilà, pour essayer de voir un petit peu d'autres paysages français et faire une espèce d'émission un peu mixte qui permet de mettre en avant certaines villes françaises, en plus de faire la rencontre des acteurs, surtout qu'ils pourraient très bien se déplacer pendant la tournée des films qui vont sortir, tout à fait. Donc et rencontrer les acteurs à ce moment-là. Donc voilà, c'est le petit bémol. Écoute Pierre, si tu nous écoutes, parce que je sais que voilà, tu es un grand fan de l'émission, et je te propose pour la prochaine saison de Beau Geste d'aller te balader peut-être, qui sais-je, en Saône-et-Loire, dans des petites villes de 5000 habitants, et venir boire un coup avec nous si ça t'intéresse. Donc voilà, bon, on n'a pas d'acteurs dans le coin, il faudra que tu les amènes avec toi, mais on a de très beaux paysages pour les filmer pendant l'interview. Et moi, mon avis, c'est que je n'ai vu aucun épisode de cette nouvelle saison. C'est honteux, mais j'ai pas pris le temps de le regarder. Mais c'est dur de prendre le temps de faire les choses. Moi, je n'ai donc pas d'avis. Je suis désolé pour notre ami Pur Cinéma. Tu as peut-être pas d'avis, mais tu as David. Ah oui, et ça vaut bien tous les David. Exactement. Et alors, donc David te demande le prochain programme. Le prochain programme télé, samedi soir, ça va pas être très original. La Starac face à 100% logique. Bah oui. Et j'ai oublié de vous dire, 911 Lone Star, je vous ai pas donné nos audiences tout à l'heure, qui a été écrasé par Échappée Belle. Échappée Belle a fait samedi dernier, donc samedi 25, chiffres, 1,4 million et Lone Star 960 000. Lone Star, il reste plus beaucoup d'épisodes, mais en fait, il n'y a plus la rêverie de la série américaine. Mais c'est terminé en fait cette époque-là. L'époque des experts, de FBI porté disparu, en fait, case et tout. On en a vu tellement des séries comme ça que ça marche plus chez nous, ça sert plus à rien. Il faut passer à autre chose, quoi. À noter du cinéma sur C8, c'est assez rare un samedi soir avec Vera Cruz, un western. Alors on imagine que d'ailleurs notre ami Manuel Alduy est en train de les dégainer et se prépare peut-être le programme de Noël. On a hâte de voir si on en aura tous les après-midi. Mais en tout cas, pourquoi pas, parce que face à la Starac qui est 100% logique, ça peut être intéressant la contre-programmation avec, on sait plutôt que les amateurs, c'est pas cliché, hein, mais que les gens qui regardent des westerns sont plutôt des gens d'un certain âge, plutôt un public masculin qui est pas forcément attiré par la Star Academy par exemple. Et puis sur la TNT, en fait, il n'y a pas énormément de choses intéressantes à part Maria Baikalas sur Culture Box, qui est un film qui reprend l'histoire donc de cette dame absolument incroyable qui était Maria Callas, mais on va surtout passer au duel du dimanche soir. Oui. Et là, le duel, mon cher David, tu ne t'y attends pas. Tu ne t'attends pas à ce duel. Attention, tiens-toi bien. J'ai décidé de ne pas regarder ce qu'était le duel. Oh. Et ce que je te propose, c'est que je regarde quel film va être diffusé sur TF1. J'essaye de te le faire deviner. Et à l'inverse, tu feras Suite France 2 et tu le sauras avant moi. Est-ce que ça te convient ? Écoute, très bien. J'enlève mes lunettes pour l'occasion. Volontairement, je n'ai pas... Alors, je vais prendre mon petit téléphone... Quoique non, que je vais mettre sur France 2 pour ne pas voir, comme ça, pour que tu vois que je ne triche pas. D'accord. Déjà, ça me fait marrer. On n'a pas fini. Ça me fait marrer parce que je suis nul de ne pas y avoir pensé. C'était sûr que ce film allait arriver sur TF1 au moment des fêtes. C'est un film inédit en clair. D'accord. Qui a été diffusé il y a 2 ans au cinéma, fin 2021, au moment de Noël, et qui avait
plutôt bien marché. Ça n'a peut-être pas été le méga carton inconnu, mais attendu, mais ça a quand même très très bien marché. Et j'annonce le 5 millions peut-être, le 4 à 5 millions. Ça dépend ce qu'il y a sur France 2, je sais pas encore. Hein. C'est français ? C'est français, oui. C'est une comédie ? C'est une comédie française. Comédie française en Sur le 2021. thème de Noël. Sur le thème de Noël, une comédie. J'aurais Les tuches 4 ? Mais oui, les Tuches 4. Ah la vache. J'aurais dû y penser. Ah, ça peut faire un bon gros 5 millions, ça. Ouais, oui, ça peut, effectivement. ça Surtout peut. en inédit. Parce qu'il est inédit. Ouais. Moi, je sais que je l'ai pas vu et les Tuches, c'est pas ma cam. Mais beaucoup de gens m'ont dit le 4, il est un peu plus touchant. Le fait que ce soit Noël, parce que le 2, les États-Unis, le 3, président de la République. Et là, je crois que. Je sais plus quel va être le thème du 5, mais ils ont annoncé un truc encore. Si, ils invitent pas une partie. Si, ils invitent le papa. Ils invitent le beau-père pour Noël. C'est Michel Blanc qui joue le beau-père, non ? C'est bah, pas c'est ça dans le 4, ça. Et bah, c'est le 4, oui. Oui, Ah, oui, mais il y a le le 5 qui arrive. oui, Ah, oui, oui. d'accord, ok. Je Oui, savais pas c'est qu'il y avait ça. un 5ème C'est qui ça, arrivait. c'est que les Tuches 5, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. Je sais pas, après le 4, je l'ai pas vu, mais il avait pas eu du retard en plus à cause du Covid, il l'avait repoussé d'un an. En fait, il aurait dû sortir. En février. Il aurait dû sortir à Noël 2020. Ah oui, c'est ça. Et après, ils l'ont repoussé à février et tout le monde a dit mais c'est complètement débile de bizarre faire un quoi. truc Voilà, de donc ouais. il est sorti avec du retard et en fait, on m'a dit qu'il était plutôt touchant et en fait, Ok. le 5, ils vont devenir apparemment ils vont s'attaquer à la famille royale anglaise, Ah, ok. au roi Charles et tout. bon. Donc c'est les Tuches. Ouais, toujours plus. Mais le 4, on m'a dit que ça se passait en France, que c'était plus intime que peut-être. c'était plus intime et Ouais. que c'était vraiment une thématique très très Noël. Ah oui, Donc, d'accord. à voir. Ok. Et je te tends mon programme télé, tu vas voir ce qu'il y a en face sur France 2. Oh, ah, ça va être un super duel. C'est Ça va vrai. être un super C'est duel. pas un duel daubé Non, film français, c'est un drame. inédit. la Inédit, télé. bien sûr, ouais, inédit à la télé. C'est sorti en 2021. Il fait un peu plus de 2 heures avec 2 grands acteurs français, dont une qu'on voit beaucoup en ce moment. Virginie Efira. Ouais. Avec une thématique pas facile en plus pour diffuser ça. J'ai oublié le titre. Est-ce que c'est le film sur les attentats de Paris? Non, c'est l'autre avec Romain Duris, tu sais, où elle joue cette femme qui a un fils et tu sais, elle a des moments un peu d'absence. Elle est un petit. Tu as un peu le titre? J'ai plus le titre. C'est En attendant Beaujangle. En attendant Beaujangle. D'accord. Ouais, oui. ouais. Je l'ai pas vu celui-là. Et ben moi non plus. Aucun des deux. Va falloir choisir du coup. Ah bah ça. Alors les gens vont se dire, ils sont en train de s'extasier sur les Tuches 4. C'est pas le principe. Mais on aime que les chaînes gratuites vous proposent de franchement, l'inédit. c'est très très bien. Et ça, c'est super cool. Là, c'est un chouette duel là. Et on va faire pareil dimanche prochain. Je ne regarde pas le duel. Ça marche. On inversera peut-être que faudra tu prendras couper au TF1. début du générique si on regarde un des deux films, par contre. Parce Oui, c'est que, ça. C'est ça exactement. Ah, c'est chouette. Donc c'est chouette, ouais, en attendant. Moi qui regarde un Beaujangle. peu plus la télé, en plus je me tape les pubs avec les présentations de programmes, il va Oui. falloir que je cache les yeux et les oreilles quand il y a. Ouais, mais d'ici le 10 décembre, voilà. Ah, mais samedi voilà. prochain à Starac. C'est vrai. Mais en tout cas, bah ouais. Just Gigolo en deuxième partie de soirée des Tuches 4, c'est le film avec Ah Cad, ouais, de ouais. Olivier Barou Ouais. avec Cad. Bon, En attendant c'est Beaujangles, diffusé. moi je l'ai pas vu, mais je sais Puis, que c'est un film. Alors, pour le coup, là, si on devait parier, je pense qu'on serait d'accord. Enfin, Ouais, large Tuche devant. 4, largement. Mais en attendant Beaujangle, en tout cas, c'est assez original. Moi, Bah, je l'ai pas vu, donc alors, je pourrais tenter de franchement, le voir. Tu vois, autant je suis pas d'accord avec Rodolphe Belmer qui arrête pas de dire que France 2 devrait passer des trucs Oui. plus compliqués, faire moins d'audience entre guillemets. Voilà, il le dit pas ouvertement, mais on a bien compris. Autant, je suis désolé, mais quand je vois que France 2 passe en inédit en attendant Beaujangle, même s'ils font moins d'audience, on peut que les remercier en Ah bah, fait de bien prendre sûr. le risque de diffuser ce genre de films-là, qui sont des films de qualité et qui vont permettre à une partie de la population, par curiosité, comme tu le dis, Ouais. ils vont voir le 1, ils vont se dire oh non les Tuches c'est débile, ils vont mettre le 2, ils vont tomber sur Virginie Efira et Romain Duris et ils vont regarder un film qui est Ouais, exceptionnel sans c'est le vrai. faire exprès quoi. Donc je Et trouve ça chouette. déjà, s'ils font 2 millions de téléspectateurs, imaginons Déjà sur un très attendant bien. Beaujangle, Déjà ce serait très bien. vraiment chouette. Ouais, complètement. À noter en deuxième partie de soirée à 23h15, Hugo décrypte l'interview, qui C'est la donc deuxième, a été du coup. recruté par France 2, Ouais. et qui la première avait été diffusée le samedi à 13h15 Ouais. je crois, et en fait ils ont, Thomas décidé ils ont décidé de le changer de case et Ok. de le mettre le dimanche soir. Et moi du coup, quand j'avais pas su le film, je savais que ça allait être dimanche, mais je ne savais pas l'inviter. Du coup c'est Virginie Efira, donc bah après voilà. en attendant Beaujangle, c'est très bien. Par contre je pensais que ce serait à la place de Beaugeste, mais non, Ils ont ce poussé serait Beaugeste. avant. Ok. Beaugeste va quand même avoir lieu la semaine prochaine. Ok. Je pensais que ça allait aussi peut-être donner l'occasion à Beaugeste de respirer, mais non, ce sera bien à C'est un 23h45 peu ce dommage soir-là. parce ouais. que c'est vrai que du coup Beaugeste c'était un peu le programme automatique. Enfin, tu Ouais, vois là ouais, déjà ouais. que des gens vont éteindre leur télé après le film en voyant Oui. que c'est Hugo Décrypte, ils vont re-éteindre derrière Ouais. en se disant ça fait tard. Ouais. C'est un peu dommage. C'est pas aider le film, je Ouais, pense, j'avoue. effectivement. J'avoue. Sur Arte Minority Report, c'est marrant parce que c'est Ah pas un film qu'on pense quand on pense à Arte. Arte de plus en plus quand même. Ouais, La de SF plus avec en- leurs cycles, en fait ils ont des cycles SF, des cycles Ouais. western, des cycles. Et donc c'est vrai qu'ils passent parfois des films auxquels on s'attend pas. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire que le samedi soir, je l'avais noté pourtant, il y avait
sur RTL 9, Terminator 2, chef-d'œuvre. Le meilleur. Donc à voir. César et Rosalie sur C8. Ok. Alors, toujours le film de patrimoine le Bien dimanche sûr. soir. Sur W9, je l'ai toujours pas vu. Un raccourci dans le temps de Disney. Il paraît que c'est pas bien bon. Alors, il paraît que c'est même pas bien du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai un regret, c'est qu'à l'époque, j'avais une petite classe de cinéma en collège et tous les enfants me disaient « Waouh, il faut le passer vite à Bourbon, il a l'air trop bien. » On l'avait eu en avant-première. Et en fait, il me l'avait demandé, je l'ai passé et je l'avais pas vu. Et après, il m'avait dit « Bon, en fait, c'était pas terrible. » Si même les ados avaient pas aimé, bon. Sur TMC, la Justice League de Zack Snyder. Cool. Donc, de Zack Snyder, donc. Ah oui. version Josh Whedon, pardon. Ah, d'accord, ok. De Zack Snyder, version Josh Whedon. Donc, 1h50. TMC persiste dans son cinéma du Ouais. dimanche soir et toujours le côté contre-programmation. Ouais. Les Tuches Ouais. et Justice League, C'est c'est vrai. l'inverse de la semaine dernière où le blockbuster Ça fait est bizarre. plutôt... Mais ça fait bizarre. Ouais. Et on vous le rappelle, et on vous l'a dit déjà plein de fois, que... En plus, Justice League version Joss Whedon, ça marche bien. Oui, ça marche bien. C'est C'est ça, ça. c'est ce qu'on a dit. Ce qui est Donc, fou, c'est à que les mon gens... avis, un bon gros million C'est encore. que hein. les gens l'aiment beaucoup. Ouais, Donc on va ouais, voir ouais. si ça donne ça. On va avoir The Wave sur TFX. Alors c'est un film catastrophe. Ils avaient passé Geostorm il y a quelques temps. Ouais. Mince, d'ailleurs, je vois, j'avais pas fait gaffe. Geostorm en deuxième partie de soirée. Ah bah voilà. C'est-à-dire que vraiment, vous ne pouvez Voilà, pas passer tu es à en côté dépression après quoi. Vous pouvez pas passer à côté de Geostorm, mais en tout cas The Wave, donc film catastrophe sur une vague. Du téléfilm de Noël, toujours inédit le dimanche soir sur NRJ12. Je vous donne pas les audiences parce qu'elles sont très confidentielles malheureusement. Il faudra que je vous en parle peut-être plus la semaine prochaine. Mais on a aussi du cinéma sur Gulli avec La Vérité si je mens, Ok. suivi du Truman Show. Ok. Hashtag Joyeux Noël sur TF1 Série Film. C'est un des téléfilms visiblement qui a le plus marché l'après-midi. Les gens Ok. l'ont adoré, donc super. pourquoi pas. Et sur Sister Roadhouse, je sais pas si ça te parle, avec Patrick Swayze, un film Ah, de bah, 1989. Ok. Donc c'est assez rare pour être signalé. Ouais, bien sûr. Donc pour votre dimanche soir, une soirée riche en cinéma. Le lundi, on continue dans le cycle lundi Noël. En fait, on vous l'a pas dit, mais on a découvert en regardant Super Papa que C'est ça. TF1 faisait un cycle lundi Noël. Ouais. Alors Super Papa, et j'ai oublié le nom de la fiction française qui avait été diffusée la semaine dernière, qui ont fait environ entre 2,5 et 2,8. Les acteurs emblématiques de TF1. là, Voilà, je- avec des acteurs emblématiques de TF1. C'est vrai que il paraît que c'est une petite déception. Ils espéraient autour de 3 millions à chaque fois. Ah ouais. Et comme on vous le disait tout à l'heure, malheureusement, on ne peut pas vous dire quelles sont les audiences de Noël. Oh là 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 là. Vraiment, j'arrive pas à retenir le titre de ce téléfilm. Attends, on va Noël, retrouver mon ça. chien, le lapin, Non, c'est une trois poule et un couffins. couffin. Trois couffins. Noël. Trois frères et un couffin. Non, Oui, pas c'est ça, Noël. Oh là là, mais t'es trop fort. Noël. Trois frères, Trois Noël. frères et Noël et un couffin, c'est ça. Donc, Trois frères, Noël et un couffin, c'est le programme emblématique. C'est ça. On vous l'a dit, hein, TF1 a choisi de l'extirper du cycle de ouais. l'après-midi pour le mettre le soir. Et ils ont décidé de faire ça une deuxième fois. Puisque le lundi 4 décembre, on aura Coup de foudre en cadeau de Noël. Ok. De nouveau avec Terry Hatcher. Terry Oui, Hatcher, j'ai vu ça, c'est elle rejouait, donc, ouais, ouais. Suzanne de Desperate Housewives. Ouais, qui avait déjà fait un. Qui avait déjà fait un Ouais. téléfilm de Noël qui avait été passé un petit peu avant Noël l'année dernière C'est ça. et qui avait d'ailleurs bien marché sur TF1 et qui s'appelait Coup de foudre avant Noël. Et devinez quoi, il sera diffusé le même soir sur TF1 Et ben en voilà. deuxième partie de soirée. Ben voilà. Donc vous aurez une soirée 100% Terry Hatcher le lundi 4 décembre. Et pendant ce temps-là, notre cher David qui cherche le nom du programme de la semaine dernière. Je pense que si tu avais tapé programme télé lundi 20 novembre, eh ben, tu l'aurais eu. Ah, mais toi, tu as toutes les astuces. Mais j'ai toutes les astuces du programme télé. Et Parce voilà. qu'en fait, il faut savoir que sur internet, on peut pas revenir en arrière sur le programme Oui, télé, c'est ça. il faut le chercher depuis C'est Google. ça. C'est Noël et plus si affinité. Voilà, qui avait Voilà, j'ai fait trouvé ça en 15 secondes alors que je me suis emmerdé à aller sur MyTF1. qui avait fait 2,8. Donc, coup de foudre en cadeau de Noël, suivi de coup de foudre avant Noël. Mais d'ailleurs, peut-être. Vraiment, bref. Ça doit être. Mais non, pour mais les je- gens qui sont fans, c'est vraiment très dur de s'y retrouver quand Ah même, oui, parce que c'est les un- titres ah se bah ouais, ressemblent tous. ouais. C'est terrible. Et en plus, c'est un peu une spécificité française. Aux États-Unis, ils se ressemblent pas tous les Non, titres. non. Et nous, ça nous fait marrer. Il y a tout le temps, oh, il y a Noël dedans. Aux États-Unis, c'est plus des jeux de mots avec la thématique. Ouais, voilà. alors que là, nous, Alors en que fait, là, il y a nous, il y a Noël tout. dedans. S'il n'y a pas Noël, il Mais meurt, parfois, en ça se fait. passe même pas à Noël en fait, ça se passe en hiver ou tu vois, mais Ouais. enfin bon, bref. Mais bon, en tout cas, il y aura encore un téléfilm de Noël Bon. à 14h. Encore, donc, ce sera un Noël magique à New York. Encore un à 15h40. À 23h, donc coup de foudre avant Noël. Et à minuit 40, un souhait magique pour Noël. Mais Ce qui qui- fait 5 téléfilms de Noël sur TF1. Qui sur le lundi soir fait La ça quoi. première chaîne d'Europe. Alors, Ouais. à voir. On va scruter les audiences Ah, déjà oui, la oui, semaine prochaine bien sûr. de Noël et un couffin là. J'ai déjà oublié le titre. Trois frères Noël et un couffin, mais bon, à voir. L'art du crime en face sur France 2, saison 7. Donc c'est des unitaires, hein, Ok. c'est en 2 épisodes.
Donc on va voir ce que ça va donner puisque Sambre va se terminer. Le film La fille au bracelet avec Roche Dizem et Chiara Mastroianni sur France 3, toujours par Pamela Rose sur Canal+. Un divertissement sur M6, c'est Qui peut nous battre, présenté par Eric Antoine. C'est très sympa en fait, il y a des experts en fait. Donc là ce sera Franck Leboeuf, Hélène Ségara, Julien Courbet, Christina Cordula et Juan Arbalez qui vont affronter dans leur spécialité des anonymes. Sur Arte, Le diable par la queue. Et sur C8, toujours le commissaire Magellan. Le duel des blockbusters, ce sera Évasion sur W9 face au jour d'après sur TMC. C'est un peu surprenant, on n'est plus du tout dans Black Widow versus Avengers, etc. Ce sera impossible de dire qui va gagner. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé spécialement des audiences de la semaine dernière sur ce duel-là, puisqu'elles étaient assez classiques. Et l'opération Corned Beef, tiens. Je sais pas si tu connais sur TF1 série film. Voilà pour le programme du lundi. Mardi soir, le 5 décembre, tac, ce sera Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Forcément. Alors là, évidemment... Toujours étonné qu'ils nous passent tous les Harry Potter. Ouais, alors ils ont fait 4, un match de foot et 4. Ouais. Donc il y a quand même une petite pause. Mais d'accord. Effectivement, ils les passent tous d'un coup. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était pendant le confinement, en 2020. Et du cinéma en face. Donc en fait, il y a un duel du mardi soir. Pas mal. En cinéma, puisque France 2 va diffuser Première année. De Thomas Litti avec Vincent Lacoste. Moi, personnellement, si je devais en choisir un des deux, je regarderais Première année. Mais en fait, je serais en train de diffuser Love Actually, qui est de retour en salle, dans vos salles de cinéma. En version 4K. Avec un petit quiz. Donc je serais, moi, personnellement, en train de regarder ce film ici au cinéma. Mais un duel entre TF1 et France 2 du cinéma le mardi soir, c'est chouette. Bah c'est chouette et puis c'est très inattendu. Puisque voilà, maintenant il y a... Et d'ailleurs, ça nous fait du grain à moudre. D'ailleurs TF1 appelle son cycle Ciné-Mardi. Donc c'est marrant parce que voilà, c'est Ciné-Mardi, c'était quand j'étais petit, il y avait Ciné-Mardi. Et donc c'est le retour de Ciné-Mardi. Mais en tout cas, un duel du dimanche soir et un duel du mardi soir. À noter, alors Le Jour de gloire sur C8. C'est un film, une comédie avec Jean Lefebvre et Pierre Tornade que quand j'étais petit je regardais, il passait très souvent à la télé. Et ça me faisait marrer. Et je l'ai regardé l'été dernier et je me dis ça vieillit. Les thématiques ont vieilli, ça pourrait plus sortir. Voilà, il y en a comme ça. J'ai toujours de la tendresse pour ce film parce qu'il me rappelle mes années où quand j'étais petit, mais j'aurais du mal à le conseiller à quelqu'un maintenant. À noter que TFX passe 20 ans d'écart, donc avec Virginie Efira, toujours un petit peu. Et d'ailleurs, L'amour c'est mieux à deux sur France 2, donc sur Énergie 12, pardon, donc des comédies romantiques en veux-tu, voilà. Et il y aura en plus Virginie Efira sur Canal le soir, parce qu'il y aura L'amour et les forêts. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire que c'était heureusement que t'es là, hein. L'amour et les forêts, je l'ai pas vu d'ailleurs, il paraît qu'il est très dur comme film, mais ce sera le film arrêt essai sur Canal du mardi soir. Je sais pas si je vais le regarder parce que les thématiques, ce genre de thématiques là en ce moment. Et donc TFX avec 20 ans d'écart, il faut savoir que 20 ans d'écart marche très très fort à chaque fois sur TF1. Et TFX va concurrencer quelque part Première année, c'est marrant mais c'est toujours la même chose. Il y a le blockbuster Harry Potter sur TF1, on va pas avoir un blockbuster sur TFX. Ils vont essayer d'aller concurrencer, donc c'est assez amusant de voir ça. Le mercredi soir, New Amsterdam. C'est les 2 derniers épisodes. Je pense que chez TF1, ils sautent dans tous les sens. Mais moi, je vais vous demander d'aller sur Arte ce soir-là. Il y a Dark Waters. C'était une de mes premières recommandations Critflix de Todd Haynes. C'est un film que j'adore. Un avocat qui décide de défendre des fermiers qui accusent un géant de l'industrie de polluer l'eau. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est avec Mark Ruffalo et Anna Thaoué. Ils sont incroyables dans le film. C'était à l'époque du gaz de schiste. C'est un film de 2019. Et quand je l'avais vu sur Canal en 2020, ça a été une de mes premières recommandations Critflix. Et je me souviens. En fait, non, je vous dis que je serai devant, je serai pas devant, puisque je garde aussi le cinéma ce soir-là. Mais regardez Dark Waters. J'ai arrêté de bosser, faut le savoir. Pour pouvoir faire Critflix, maintenant, ils sont obligés de me remplacer tous les soirs. Exactement. Mais en tout cas, Dark Waters, c'est vraiment un très, 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 très beau film que je vous conseille de voir absolument. J'ai même pas envie de vous parler de ce qu'il y aura d'autre, mais je vais être obligé, parce que sur Sister, il y a ton petit chouchou, ton petit coup de cœur. Il y a Green Lantern de Ryan Reynolds. Mais t'as le droit. Parce que moi, personnellement, je trouve pas qu'il soit si mal que ça. Mignon. Vraiment. Sur C-Star Bastille Day, ça me fait toujours rire, ça, le blockbuster américain qui se passe en France pour le 14 juillet. Et Les Misérables de Lajli sur TMC. Très bien. Ouais, mais très bien et presque surprenant, parce que c'est un film France 2 racheté par TF1. Ah oui, c'est vrai. Et on n'imagine pas spécialement que ce soit un film pour le public de TF1. Moi, je trouve Les Misérables. Mais en tout cas, il débarque. Et d'ailleurs, il ne le passe pas sur TF1. Non, il le passe sur TMC. Et face à New Amsterdam, ça peut peut-être faire... t'imagines TMC qui battrait non. Ouais, peut-être pas avec Les Misérables, pas, quand même, mais bon. Et il y a Répercussion, en fait, je vous ai pas dit, sur France 2 ce soir-là. C'est un drame dont on risque de pas mal entendre parler également. Et puis voilà pour le mercredi. Allez, jeudi soir, le 7 décembre. Le Panda, épisode 1, épisode 3 et 4, pardon, c'est la suite du Panda que vous avez vu la semaine dernière. C'est ça.
Vous aurez Love and Death, tiens, la nouvelle série sur Canal le jeudi soir qui va être dans ses épisodes 3 et 4. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce. C'est avec Elisabeth Olsen, alias la sorcière rouge, et Jesse Plemons. Ah, mais si, oui, j'ai vu la bande-annonce, ouais. Que j'ai vu en bande-annonce, ça me tente pas spécialement plus que ça, mais bref. pourquoi pas. Et point de vue cinéma, il faudra aller sur TFX pour voir La Boom, ça c'est aussi un de mes films d'enfance que j'aime beaucoup. Et TF1 Série Film avec Elysium ou Chérie 25, Mystic River de Clint Eastwood. Très ça bien, c'est Mystic un River. chef-d'œuvre. Ouais, très très bon. Et notez que la chaîne L'équipe, ce jeudi 7 décembre, va passer Terminator 1. Oh. C'est marrant parce qu'il y a une époque... Parce qu'il y a une voiture dedans. Il y a une époque, la chaîne L'équipe faisait quand même du cinéma sur le sport, beaucoup. Mais maintenant, en fait, ils passent aussi énormément de films d'action. Ils ont passé Gomorrah, je me souviens à l'époque. Gamora, non, Gamora c'est dans Gardien de la Galaxie. Ouais, c'est ça. Donc c'est Gomorrah. Ils l'ont passé, diffusé, rediffusé, c'est-à-dire qu'ils le passaient presque, je vais pas dire une fois par semaine, mais ouais, pas loin, ouais. Ils sont obligés de rentabiliser après le et vendredi 8 décembre, ça va être ma soirée presque préférée de la semaine à vous débriefer parce que Cannes Comedy Show par Camille Combal. On sait que l'année dernière, ça avait moyennement marché, moyen plus, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est un gala avec des humoristes. En face, Astrid et Raphaël, saison 4, épisode 6 sur 8. On rappelle qu'il y a toujours que le premier qui est un inédit, par contre, dans Astrid et Raphaël. Le Téléthon sur France 3. Et du coup, d'ailleurs, on devrait peut-être plus vous en parler, mais on rappelle que le Téléthon, c'est en direct, c'est un non-stop pendant 30 heures. C'est-à-dire que ça commence en direct sur France 3 le vendredi 8 de 21h à minuit 45. Puis vous avez la nuit du Téléthon sur France 2. Et ça continue avec du Téléthon. Et le samedi matin, ils reviennent sur France 3, puis France 2. Donc voilà, le Téléthon, c'est un grand marathon télé. Il faut donner au 36-37 pour aider les gens atteints de ces maladies qui sont vraiment... Voilà, c'est un programme télé que je regardais énormément quand j'étais ado. Je me rappelle, je donnais un petit peu de mon argent de poche et je regardais surtout la nuit, parce que ça me fascinait de voir que il y avait des programmes en direct la nuit à la télé. Ça arrive jamais, ça. Du direct à 3h du matin avant de regarder une compétition de sport. Et du coup, voilà, là, c'est des émissions en direct la nuit, le matin, la journée. Il y a cette espèce de grand fil rouge, donc c'est vraiment chouette. Le blockbuster Canal, c'est Transformers Rise of the Beast, que j'avais trouvé plutôt cool. Oui, c'est vrai. Il était plutôt cool. Même si notre programme télé nous dit le scénario de cet opus confine au ridicule, mais l'action est là. Bon, ça enchaîne avec Ant-Man et la Guêpe, donc autant dire que moi j'ai préféré Transformers. Kum Kum Mania, du coup, comme tu l'aimes. Kum Kum Mania, évidemment. Sur M6, Les Indestructibles 2. On en parlait. Suivi d'un documentaire inédit en France, Il était une fois Disney et la France. C'est un documentaire spécial sur les films Disney en France. Donc, Les Aristochats, Ratatouille, Le Bossu de Notre-Dame, tous ces Disney qui se passent chez nous. C'est un documentaire de près de 2 heures qui montre que certains succès de la firme de Walt Disney ont propagé le patrimoine français aux 4 coins de la planète et qu'en fait, c'est sur le lien qui unit la France et Disney. Donc c'est assez intéressant, je pense, carrément. À voir ce vendredi soir. Et puis après, on a des programmes classiques sans spécialement de cinéma. À noter Hancock, tiens, sur RTL 9 ce soir-là. Et vous noterez également le lundi 11 décembre une nouvelle étincelle pour Noël à 14h sur TF1. C'est le téléfilm de Noël qu'on vous annonçait l'année dernière avec Joe Lando et Jane Seymour, le fameux téléfilm de Noël Dr. Queen, femme médecin, sera diffusé à 14h le lundi 11 décembre. Et voilà pour les programmes. Oh là là, ça nous en fait encore des trucs à regarder. On n'oublie pas le duel du dimanche soir, du coup, qu'on aura deviné en direct. Du coup, avec En attendant Beaujangle et les Tuches 4 qui seront l'un face à l'autre. On a vraiment hâte de vous donner les audiences. Dans tous les cas, vous continuez à nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux. Mais pas dans la rue. Évitez. C'est vrai que ça nous est arrivé déjà quelques fois, dû au succès du... non, du tout. Enfin voilà, donc du coup, continuez à nous écouter, abonnez-vous au podcast, parlez-en autour de vous dans tous les cas. Et on se rejoint la semaine prochaine, encore une fois, vendredi matin, pour un nouveau Critflix. Merci beaucoup, à bientôt David. À bientôt.